participer à cette nouvelle édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir et plus particulièrement à la séance qui nous occupe aujourd'hui autour de travailler tous, travailler mieux. Donc le travail, l'emploi, le chômage, c'est bien sûr un sujet excessivement important. Il est d'autant plus que, vous le savez, nous sommes dans une activité particulière puisque demain, c'est une consultation électorale, ce sont les régionales qui se déroulent dans un climat, bien sûr, là aussi très particulier après la tragédie que nous avons vécue le 13 novembre. Et avec ce volet, bien sûr, qui domine un peu tous les autres, qui est celui de la sécurité des Français. Mais il est un autre volet aussi, qui nous concerne tous, et qui est celui de peut-être de la sécurité ou de l'insécurité sociale des Français. Je vous rappelle juste, ce sera les seuls chiffres que je vais vous donner, ce sont ceux de l'évolution des demandeurs d'emploi dans ce pays. En 1975, ils étaient 700 000. 20 ans plus tard, on est passé à 2,6 millions. Aujourd'hui, on est près de 3,7 millions, avec les mauvais chiffres que vous avez connus pour le mois d'octobre. Et en réalité, la plupart des observateurs considèrent qu'on est plutôt proche de 6 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi réel. Face à cela, vous vous souvenez de cette formule un peu désabusée sur le chômage, finalement, on a tout essayé. Et je pense qu'on est là, justement, pour dire non. On n'a pas tout essayé, il reste encore beaucoup de choses à mettre en place, en essayant de bousculer un peu les a priori des politiques, si je puis dire, et de ceux qui ont, au cours de ces 30 ou 40 dernières années, ont fait part surtout de leur inertie à cet égard. Mais on ne peut pas admettre que quand même l'équivalent de 10% des Français soit hors du champ, soit dans le non-travail, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire de les voir basculer dans la désespérance, voire vers des mouvements populistes ou démagogiques, et on sait que ça peut être excessivement dangereux. Tout cela à un moment où le paysage, justement, du travail a considérablement évolué ces dernières années, avec d'une part la montée de la précarité, des emplois précaires en général, également ces dernières années ce qu'on appelle l'ubérisation, qui gagne des pans entiers de notre économie, des secteurs d'activité de plus en plus importants, et enfin l'avènement des nouvelles technologies, et bien évidemment d'Internet et du numérique. À cet égard, juste pour conclure là-dessus, je voudrais vous livrer un sondage intéressant, un sondage Ipsos qui est paru il y a 2 jours dans un journal du soir, dont je retiens quelques éléments qui vont peut-être nourrir notre discussion. D'abord, par rapport à l'importance que revêt le travail pour les Français, 91% des personnes interrogées considèrent que c'est toujours un élément excessivement positif. Ensuite, 15% d'entre eux se disent prêts à travailler en indépendance. C'est par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'ubérisation de la société, avec tout ce que ça comporte comme nouvelle forme qu'il faudra bien aborder un jour, nouvelles formes juridiques, sociales et fiscales, bien sûr. 76% des personnes interrogées considèrent que l'essor des nouvelles technologies et l'informatique sont plutôt une opportunité en termes d'emploi. Et alors, dans le détail, sur cette question qui aussi nous interpelle, pour favoriser la création d'emplois en France sans creuser les déficits, vous savez que c'est l'antienne du moment, chacune des mesures suivantes vous paraît-elle efficace? Et on trouve en tête, pour environ les 2/3 des personnes interrogées, assouplir les procédures d'embauche et de licenciement pour les entreprises, autoriser plus largement le travail du dimanche, ça vous savez que c'est la loi Macron, revenir aux heures de travail hebdomadaires, et ensuite on tombe plus bas, autour de 30 à 40% des personnes interrogées, assouplir le salaire minimum et l'adapter en fonction des branches, généraliser le forfait jour à tous les salariés et reculer l'âge de la retraite à 65 ans pour les salariés et les fonctionnaires. Voilà un petit peu les éléments juste pour planter un peu le décor et que nous allons aborder avec nos invités, que je remercie pour leur présence et que je vous présente rapidement au fur et à mesure de leur intervention. D'abord, en tant qu'observateur, analyste et commentateur, Pierre Larouturou, qui est à côté de moi, qui a, juste à partir de cet ouvrage qu'il vient de publier il y a 2-3 mois, c'est ça, hein? Oui, 2 mois. 2 mois. Non-assistance à peuple en danger. Donc Pierre est un économiste, je dirais un économiste et un citoyen en colère depuis très longtemps. J'en veux pour preuve l'ouvrage que vous avez publié en 1994, vous voyez, il y a 20 ans, et qui s'intitulait « Ça ne peut plus durer ». Il faut croire que ça dure toujours et ça s'amplifie, ça s'aggrave. Et donc, vous continuez depuis à avoir cette attitude de ce que j'appellerais un lanceur d'alerte sociale, comme en témoigne ce dernier ouvrage que j'ai cité, dans l'assistance à peuple en danger, dans lequel vous ne vous contentez pas de faire le bilan de toutes les inerties qui ont été accumulées au cours de ces 30 ou 40 dernières années. Vous évoquez aussi une crise culturelle qui est importante à vos yeux, et vous préconisez un plan d'urgence en 5 points dont vous allez sans doute nous parler. Je rappelle simplement à ce qui concerne votre carrière, vous avez fait un passage chez Andersen en son temps, et vous avez embrassé le champ de la vie politique. Vous étiez au PS avant d'entrer à Europe Écologie, et vous avez fondé en 2002 le collectif Roosevelt 2012 et Nouvelle Donne, dont vous êtes le fondateur également. Vous disiez dans votre ouvrage qu'à un moment, vous avez repris votre carte du PS en 2012.
Avec avec Stéphane Hessel. D'abord, après le 21 avril 2002, j'ai pensé que la BAF était suffisante pour que le PS se mette au travail, mais non. Quand le FN était devant Jospin, puis il y a 4 ans, avec Stéphane Hessel, on est rentré au PS, mais là aussi, ça n'a pas marché. Et vous avez gardé votre carte? Vous l'avez déchirée? Non, je ne l'ai pas déchirée, je l'ai perdue, et on a créé une nouvelle donne, ce qui est plus porteur d'espoir. Nous allons passer ensuite à Emmanuelle Wargon, qui est intéressante dans le débat qui va suivre, puisqu'elle a cette double expérience du public et du privé. Emmanuelle Wargon a commencé sa carrière à la Cour des comptes. Elle a travaillé ensuite en cabinet ministériel, à la santé notamment, auprès de Bernard Kouchner. Ensuite au sein de la PHP, vous savez que c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Puis directrice de cabinet de Martin Hirsch, lorsque celui-ci était haut commissaire aux solidarités actives et de lutte contre la pauvreté. En 2012, vous avez été délégué général emploi et formation professionnelle, donc qui est au cœur du débat qui nous occupe aujourd'hui. Et vous avez rejoint le privé, je le disais tout à l'heure, tout récemment, en septembre, chez Danone, dont vous êtes la directrice générale pour les affaires publiques et la communication. Voilà, vous êtes souvent intervenu dans vos propos sur des questions liées à la formation professionnelle, et ça, nous allons en parler également. Ensuite, nous aurons 3 acteurs, dont 2 chefs d'entreprise, parce qu'il faut être très concret dans cette discussion. Nous allons commencer par la personne qui est à côté de moi, qui est Pierre Allary, qui est le président de Multi Restauration Méditerranée. Pierre a travaillé une trentaine d'années dans ce secteur, de la restauration collective au sein de grands groupes, notamment Elior. Et en 2006, vous avez choisi de voler de vos propres ailes et de créer votre propre entreprise en reprenant Multi Restauration Méditerranée, qui est une PME de 150 personnes, c'est ça ? 200 maintenant, vous avez encore progressé, c'est bien. 250. Et vous, en se focalisant sur toujours la restauration collective, mais disons de tradition, si je puis dire. Voilà, c'est important. Vous efforcez de mettre en pratique une politique sociale et sociétale innovante dans votre entreprise. Vous allez nous en parler. Ce qui vous a valu d'ailleurs d'être reconnu dans ce sens, puisque vous êtes labellisé, si je puis dire, avec le slogan Amplitude. Amplitude qui récompense des actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Vous êtes partisan dans votre entreprise d'une politique de proximité auprès de vos fournisseurs locaux, mais aussi des produits, etc. Et j'ajoute, parce que c'est moins connu, que vous êtes aussi intéressé à la place de la culture dans la vie de la cité, puisque vous faites partie de ce qu'on appelle dans votre région les mécènes du Sud, qui visent à développer l'appétit culturel auprès des lieux et des populations qui en sont trop souvent éloignés. Ensuite, François, qui est là, François Pélissier, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle depuis 2011. C'est ça, 2011. Voilà, nous sommes en plein dans la COP 21, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et François, vous avez contribué activement dans ce domaine, puisqu'une grande partie de vos activités tourne autour d'entreprises qui sont dans ce secteur, celui de la transition énergétique, pour faire court. Vous êtes à la tête de Techniwood, qui produit des panneaux en bois de construction avec des matériaux innovants et, disons, durables. C'est le processus panneau-bloc, c'est ça ? Et votre usine produit environ 200 000 m3 de panneaux par an de cette qualité. Vous avez été auparavant vice-président de la communauté urbaine du Grand Nancy, adjoint au maire de Nancy chargé du développement économique, ce qui explique un peu votre appétence pour ces questions. Et vous avez été par ailleurs fondateur auparavant d'entreprises Ecologia et Relia, donc toujours dans ce domaine de l'énergie renouvelable. Et nous vous parler un petit peu des propositions que vous avez faites à l'époque, il n'y a pas si longtemps, en 2014, sur le sujet qui nous occupe pour relancer la croissance et l'emploi. Enfin, Bruno Deschevin, qui est actuellement président de l'ADEME. L'ADEME, vous le savez, c'est l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Vous avez été impliqué très tôt dans la vie sociale et syndicale, puisque dès 24 ans, vous étiez à la tête des JOC, des Jeunesses ouvrières chrétiennes. Vous avez exercé, c'est un point important par rapport à nos discussions, plusieurs mandats syndicaux au sein de la CFDT, dans le cadre des industries électriques et gazières. Et vous avez été nommé en 2000 commissaire à la Commission de régulation de l'énergie, en 2008 délégué général auprès du médiateur national de l'énergie et en 2013 donc à la tête de l'ADEME. Parallèlement, vous êtes fondateur, et c'est important aussi, là aussi par rapport à l'idée qu'on peut se faire de nos activités diverses en tant que citoyen. Vous êtes fondateur et vice-président de Électriciens sans frontières, qui est une ONG dont le but est de faciliter l'accès des populations défavorisées à l'eau et à l'énergie, et notamment dans les pays en développement. Et vous intervenez, je crois, en Jordanie, en Haïti, c'est bien ça, et 40 pays, 200 projets. 200 projets, d'accord, et dans des zones, disons, défavorisées. Et alors, nous avons aussi 2 chefs d'entreprise qui vont intervenir aussi dans le débat, au fur et à mesure des questions qui sont posées et qui traiteront en écho, si je puis dire. Nous avons Didier Leroux, qui est directeur de Charme et Jardin. C'est une entreprise de jardiniers paysagistes qui se trouve à Cuques, dans le Pas-de-Calais. Et Christophe Pelletier,
qui est directeur d'Advantech. C'est une PME installée à Elbeuf, en Seine-Maritime, qui a une vingtaine de salariés, c'est ça? 26. Ah, ça progresse à chaque fois, c'est formidable. 26 salariés et qui se développe dans une niche très spécifique, qui est celui des matelas isolants. C'est ça? Donc, on va commencer par vous, Pierre, à partir de ce que je disais tout à l'heure. Juste un rappel, il y avait, sur ce que vous avez traité, je disais, vous avez 5 points, et il y a eu un truc intéressant, c'était un papier paru, je crois, hier ou avant-hier dans Challenge, où on demandait à des responsables divers, chacun d'insister sur un point qui vous semble important au regard de l'enjeu croissance, emploi, etc. Il y avait un chef d'entreprise, une banquière, un député, un chercheur, que vous connaissez bien sur le thème de l'emploi, qui s'appelle Pierre Cahuc, et vous, Pierre là-dessus, et vous avez dit, ce qui est important pour moi, peut-être la priorité, c'est d'essayer de créer un système de chômage partiel à l'allemande ou à la canadienne, parce que vous en parlez dans votre bouquin, les deux. Je vous en prie. Merci. Je voudrais d'abord vous dire bonjour à tous et remercier Serge Marty pour son introduction. Parce que pour être honnête, j'avais peur d'un débat plan-plan. Ça fait 20 ans que je participe à des débats sur l'emploi où on cause pendant 1 heure et puis on s'en va, voilà. Et là, on est quand même dans un contexte qui fait qu'on ne peut plus avoir des débats où on ronronne gentiment. Là, on prenait un café, juste tous les intervenants avant de venir ici, et plusieurs disaient qu'ils étaient terrifiés de ce qui allait sortir des urnes demain et après-demain. Donc on est dans un contexte quand même, on ne peut pas s'en abstraire, et vous avez, je trouve, très très bien fait le lien entre le contexte et le débat qui nous occupe cet après-midi. Depuis 3 semaines, Manuel Valls passe son temps à dire que la République est en danger, la République est en danger. Lui, il parle des attentats, et il a raison. Il ne s'agit pas de minimiser la gravité des attentats. J'ai perdu 5 de mes amis. J'habite à quelques mètres de la rue de Charonne, donc j'ai perdu 5 de mes amis il y a 3 semaines. J'avais déjà perdu Bernard Maris en début d'année. Donc personne ici ne va sous-estimer la gravité des attentats. Mais la République est en danger aussi quand il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres. La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai, la liberté, l'égalité, la fraternité, quand il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres et que des millions de gens se disent « Est-ce que c'est moi qui suis dans le prochain plan social ?» J'étais il y a 1 an à Hénin-Beaumont, en dehors de toute élection. On a fait un débat à Hénin-Beaumont, dans une ville FN, pour montrer que ce n'étaient pas tous des fachos, pas tous des couillons, et qu'on était capable de parler avec des gens, de comprendre leur colère, mais de montrer qu'il y avait d'autres solutions. On a fait un débat, puis après ça, on est allé dîner avec une vingtaine de personnes. À la fin de la soirée, j'ai compris que ma voisine vivait avec 500 € par mois et qu'on lui avait coupé l'eau. Ce n'est pas elle qui me l'a dit, mais c'est quelqu'un d'autre une fois qu'on se séparait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette liberté? Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus avoir de l'eau quand on rentre chez soi, quand l'hiver arrive, pour de l'eau, pour prendre une douche, pour aller aux toilettes, pour se laver les mains? Quelle est la liberté d'une femme ou d'un homme qui vit avec 500 € par mois? Il y en a des millions dans notre pays. Quelle est sa liberté pour de vrai? En termes d'égalité, on sait tous que les inégalités explosent. Dans mon quartier, rue de la Bastille, rue de la Roquette, je vois tous les jours, des gens qui attendent les poubelles du Monoprix ou du Carrefour pour trouver de la nourriture et qui sentent mauvais, qui dorment dehors tous les jours. Et puis par hasard, j'ai vu la feuille de salaire de quelqu'un qui habite aussi rue de la Roquette et qui gagne 200 000 € par mois. Il est dans une banque d'affaires et au début, ça nous a fait un petit choc. On a cru que c'était le bilan de l'année, qu'il était très bien payé, mais non, c'était un mois ordinaire. Moi, je gagne 2 000 € par mois, ma femme est un peu mieux payée comme prof agrégé. Donc, dans le même quartier, il y en a qui sentent mauvais, qui cherchent de la nourriture tous les jours dans les poubelles, et d'autres qui gagnent 200 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'égalité quand tout le monde sait qu'il y a ces inégalités? Je ne parle pas des inégalités entre territoires. J'étais hier dans le Puy-de-Dôme où on voit des inégalités croissantes. Et en termes de fraternité, j'aimerais dire à Manuel Valls, si je pouvais avoir un dialogue avec lui, si c'était ton frère ou ta sœur qui tombait en fin de droit, parce qu'on vous l'avez dit, le mois dernier, 42 000 chômeurs de plus. C'est monstrueux, 42 000. Mais 42 000, c'est l'augmentation du stock de chômeurs. Mais c'est sans compter tous ceux et celles qui quittent les fichiers parce qu'ils sont arrivés. Ça fait 2 ans qu'ils ont été licenciés, ils ont cherché du boulot pendant 2 ans, ils ne trouvent rien, ils tombent en fin de droit. Un grand quotidien du soir, comme vous dites, avait fait un article il y a 3 ans pour dire qu'il y avait eu 1 million de gens qui étaient tombés en fin de droit en 1 an. Ils ne sont plus comptés comme chômeurs, c'est bon, le problème est réglé du point de vue statistique. Mais si c'était ton frère, si c'était ta sœur, qui au bout de 2 ans de recherche d'emploi tombait dans une galère encore plus grave, est-ce que tu pourrais dire que tout va bien, qu'on a encore quelques rustines et que la croissance revient? Donc je crois que la République est en danger, mais pas seulement ou pas d'abord, pour être clair, à cause de 10 malades mentaux qui tirent dans la foule, mais parce que on se demande encore si l'espoir est possible, on se demande ce que ça veut dire de parler de liberté, d'égalité, de fraternité, et il y a un désespoir qui grandit. Si la moitié des Français ne vont plus voter, même quand on leur dit qu'il y a une menace du FN, il y en a la moitié qui disent « je m'en fous, je n'irai pas voter », et parmi ceux qui vont voter, le FN est en tête, il faut quand même qu'on se demande quelles sont les causes fondamentales. Et je crois effectivement qu'il n'y a pas une seule cause, mais je crois que la question du chômage et de la précarité, il y a aussi une crise culturelle, d'ailleurs qui à mon avis est la cause de se laisser faire aussi bien sur les questions sociales que sur les questions de climat. On est d'avant tout dans une crise culturelle qui fait que nos élites sont totalement inertes, je fais court. Mais donc,
Voilà, c'est important de le dire. On ne peut pas se contenter de ronronner comme on l'a fait depuis 20 ans ou depuis 30 ans en pensant comme Mitterrand que tout a été fait. Alors, avant de parler des solutions, je pense qu'il faut d'abord et avant tout casser un mythe. C'est Keynes qui expliquait que le plus difficile n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais le plus difficile est d'enlever les idées anciennes qui sont rentrées dans tous les neurones de tous ceux qui ont été formés à la même époque. Keynes le disait mieux que... mais c'était ça. Et en particulier, tous ceux qui nous dirigent sont convaincus que bientôt la croissance revient, que ce n'est pas la peine de se creuser la tête et d'inventer un nouveau modèle ou de réfléchir avec les citoyens, que globalement, on met encore quelques rustines pour pas que ça pète jusqu'à la prochaine élection, mais c'est sûr, la croissance revient. Et ça fait 40 ans que le chômage augmente, je vous avais donné les chiffres, et ça fait 40 ans qu'ils nous disent « vous inquiétez pas, la croissance revient ». Comme économiste de service, j'ai apporté la courbe, je ne sais pas si on la voit, voilà la croissance depuis 50 ans en France. Voilà l'évolution de la croissance, c'est décennie par décennie. Donc je lis les chiffres, dans les années 60, en moyenne 5,6 de croissance, puis 3,7, puis 2,2, puis 1,9, puis 1,5, puis 0,7. Voilà. Donc, or, je vous rappelle le chiffre magique que tous, UMP, PS, Bayrou, tout le monde, dans son programme, dit votez pour moi et on aura bientôt 2,5 de croissance, parce que c'est le chiffre magique. Si on compte d'abord et avant tout sur la croissance, il faut effectivement 2,5 de croissance. C'est très sympa pour créer de l'emploi et si on ne veut pas juste faire un traitement statistique ou des petits boulots. Donc c'est très sympa, c'est très positif, hein, mais ça fait quand même 40 ans, qu'on n'a pas ces 2,5. En moyenne. Alors bien sûr, il y a une année où ça monte parce que le pétrole s'effondre. Quand Jospin arrive, pendant 2 ans, il y a une croissance forte. Pareil, il y a à chaque fois 2 ans où ça va mieux et puis ça rechute. Mais si on est un peu sérieux, voilà. Et c'est un cercle vicieux. Quand tous les mois, il y a 30 000 chômeurs de plus et 50 000 personnes qui tombent dans la pauvreté, ça m'étonnerait que la consommation redémarre fortement. La femme d'Hénin Beaumont qui vit avec 500 € par mois, ça m'étonnerait que son banquier lui propose une ligne de crédit à 2 000 € pour s'acheter une nouvelle voiture. Donc on voit bien que c'est un cercle vicieux et que donc déjà avant la crise des subprimes, ça n'était pas sérieux, n'était pas sérieux de dire que la croissance revient. Et depuis que la crise des subprimes a éclaté, la plupart des économistes un peu honnêtes pensent que le meilleur scénario pour l'Europe, si tout va bien, c'est un scénario à la japonaise. Moi, quand j'étais étudiant il y a 25 ans à Sciences Po, on ne pouvait pas avoir la moyenne en économie, c'était impossible si on ne mettait pas un tiers de page ou une demi-page sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. C'était une évidence, le Japon, genre moi qui souris, peut-être qu'on a été étudiant au même moment, mais c'était une évidence, il fallait être vraiment couillon pour ne pas le comprendre, le Japon va dominer l'économie mondiale. En fait, c'était une bulle, et depuis que la bulle a éclaté, voilà la croissance du Japon. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du 0,7 en moyenne depuis 20 ans. Le Japon qui allait nous bouffer tout cru, 0,7 de croissance depuis 20 ans. Alors qu'ils ont tout fait pour relancer la croissance. Ils ont fait des plans de relance pharaoniques. Ils n'ont pas le traité de Maastricht, ils n'ont pas une banque centrale un peu compliquée comme chez nous. Donc ils ont pu faire en moyenne 7% de déficit. Excusez du peu, mais en moyenne, depuis 20 ans, le Japon a un déficit public de 7%. Des aéroports inutiles, des autoroutes inutiles, d'autres trucs plus utiles, mais en tout cas, un déficit pour faire des plans de relance de 7%. La dette publique arrive à 250% du PIB. Les Grecs sont des petits joueurs à côté. La dette publique arrive à 250%. Le patron de la Banque centrale a démissionné il y a 1 an en disant c'est de la folie. Mais ce n'est pas grave. Le nouveau Premier ministre en rajoute une couche. Encore un déficit de 8% du PIB l'an dernier. Et malgré ça, le Japon est retombé en récession là depuis 6 mois. Mais donc, en tout cas, et le Japon est aussi donc, le pays qui a fait les plus gros plans de relance, le pays qui, c'est beaucoup mieux, a mis le plus d'argent dans la recherche. Ça, c'est beaucoup plus positif. C'est le pays qui dépose le plus de brevets et où l'interface entre les PME et la recherche est vraiment chiadée. C'est aussi le pays où la politique monétaire est la plus agressive. Ils ont mis les taux d'intérêt à 0 depuis 15 ans pour favoriser l'investissement, pour faire baisser la monnaie, ce qui améliore les exportations. Donc en faisant tout au maximum la relance budgétaire, au maximum la recherche et l'industrie, au maximum la politique monétaire, ils ont tout fait au maximum et ils ont 0,7 de croissance. Et encore, la Caisse des dépôts vient de sortir une étude qui montre que ces 0,7, qui ne règle aucun problème, hein, c'est grâce aux exportations vers le reste du monde. Parce que les États-Unis et l'Europe allaient bien, ils leur achetaient leurs produits. Mais s'il n'y avait pas eu les exportations vers le reste du monde, même en faisant tout au maximum, le Japon aurait eu 0,0 de croissance. Or, on est tous en train de tomber dans la même trappe, donc on ne peut pas tous compter sur nos exportations vers les voisins qui sont eux-mêmes en train de tomber dans la même trappe. Le Canada est en récession, le Japon est en récession, le Brésil est en récession. À part Jacques Cheminade qui pense qu'il faut développer nos échanges avec Pluton, Mars et la Lune, il faudrait peut-être l'inviter l'année prochaine. Non mais c'est le seul qui a vraiment une vision. Voilà. Mais si on reste sur notre petite planète, on ne peut pas tous compter sur les exportations vers le voisin est en train de ralentir. Dernier point pour expliquer que la croissance n'est plus la solution, mais qu'il faut vraiment, ça ne sert à rien de parler des solutions si on croit qu'il y a un retour magique. Le pays qui sert de modèle en matière de croissance, en matière d'emploi, en matière de plein emploi, c'est les États-Unis. Il y a encore 2 mois, j'étais en débat avec la patronne de l'expansion, une femme très honnête, Christine Gardeland, numéro 1 de l'expansion, numéro 2 de l'Express, qui pendant toute l'émission à la télé me disait « Mais enfin, monsieur Larouturou, quand même, il y a plus de croissance aux États-Unis. Certes,
Certes, c'est parce que la Banque centrale a mis 3 500 milliards, excusez du peu, donc ils ont mis 3 500 milliards pour relancer la croissance, donc il y a un peu de croissance, et quand même, les États-Unis, c'est le plein emploi. Et c'est vrai que les chiffres du chômage sont bons. Officiellement, il n'y a que 5% de chômage aux États-Unis. Le léger problème, c'est que tous les mois aux États-Unis, il y a 300 000 ou 400 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles tombent dans les chômeurs découragés. Ce qui fait que depuis 1 an ou 2, maintenant, tous ceux qui s'intéressent aux questions sociales aux États-Unis disent que le bon indicateur, c'est le taux d'activité. Le taux d'activité, le taux de participation en américain, c'est le nombre d'adultes entre 16 et 65 ans qui sont actifs sur le marché du travail. Voilà. Et vous voyez la courbe, je pense, voilà, elle s'effondre. Ça, c'est la courbe depuis 20 ans. Il n'y a plus que 62,4% des adultes américains qui sont actifs occupés ou actifs au chômage. Quand j'ai montré cette courbe à cette dame, vraiment, une fois que l'émission était finie, on est allé au démaquillage, j'ai rallumé mon iPhone, son visage s'est figé. Elle m'a dit « Ok, tout ce qu'on fait, c'est des cotères sur une jambe de bois. » C'est des cotères sur une jambe. Donc voilà le pays qui sert de modèle à tout le monde. Ce matin encore, dans un quotidien du soir, je voyais que c'était le pays où l'OCDE dit que c'est le marché du travail le plus fluide, le plus dérégulé. C'est le pays où le coût du travail est le plus faible. Parce que les gens, s'ils veulent un système de santé, ils se le payent. Je vous rappelle que globalement, la santé coûte 2 fois plus cher. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a rien à faire pour simplifier le code du travail. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas financer autrement la protection sociale. Mais tous ceux qui vous disent il n'y a qu'à faire comme aux États-Unis et simplifier le code du travail, il n'y a qu'à faire, tous ceux qui pensent que la croissance va apporter le plein emploi, la réponse est non. Ni en France, ni au Japon, ni même aux États-Unis, où pourtant, pour avoir de la croissance, on a mis 3 500 milliards sur la table. Non, nulle part, la croissance ne permet le plein emploi. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut, après des propositions concrètes dans le débat, voilà pourquoi il faut inverser la proposition. Au lieu d'attendre un retour miraculeux de la croissance, quand j'étais au PS, ça les énervait parce que je leur disais que c'était étonnant qu'un parti laïque comme le PS compte autant sur un miracle. On a l'impression que leur stratégie, je pense que Cambadélis, tous les matins, va mettre un siège à Sainte-Rita. Je pense, je ne l'ai pas vu, qu'il y avait un hôtel à Sainte-Rita et que c'est la patronne des causes désespérées qui va faire revenir la croissance. Ça peut marcher, mais ce n'est pas sûr. Donc peut-être qu'on peut inverser les voies et se dire comment, au contraire, on protège l'emploi par le système canadien qui évite les licenciements. Comment on protège les PME? Nous, on propose qu'il y ait un bouclier. Il y a 60 000 PME qui meurent chaque année, en particulier parce qu'il y a des retards de paiement considérables. On propose qu'il y ait un système de bouclier qui fait qu'au bout de 2 mois, c'est la Caisse des dépôts qui paye la PME et c'est la Caisse des dépôts qui se retourne vers le mauvais payeur. Ça ne coûte pas un sou à l'État, mais ça change complètement le rapport de force. Ça peut éviter des dizaines de milliers de faillites chaque année. On propose de créer des emplois. Je pense que Bruno Léger en parlera mieux que moi, en prenant au sérieux la question du climat. Là, avec Jean Jouzel, le prix Nobel, avec des gens de déjà 5 pays d'Europe, on va lancer une coalition pour dire qu'il y a, je finis là-dessus, il y a un truc énorme qui se passe en ce moment, dont on ne parle pas, c'est que Mario Draghi va créer 1 500 milliards. Ce qui était prévu, c'était 1 200 milliards de création monétaire. Et puis cette semaine, il a dit que comme ça ne marchait pas, il allait en faire plus. Il allait mettre 1 500 milliards. Je répète lentement, parce que vous vous demandez peut-être si j'ai bu quelque chose en trop avant de venir. Vous et moi, quand on a un problème de trésorerie, on ne peut pas créer 1 500 milliards. La plupart d'entre nous, on ne peut pas. Mais Mario Draghi a le droit, il est patron de la Banque centrale, et donc la Banque centrale européenne va créer, ex nihilo, c'est de la création monétaire pure, 1 500 milliards qu'elle veut mettre à disposition des banques, en espérant que les banques vont être gentilles et vont prêter à l'économie. Ça a commencé tous les mois, non mais ne riez pas, peut-être que ça peut... Voilà, il se trouve qu'ils ont commencé depuis le mois de février, que tous les mois ils mettent 60 milliards gratuitement, sans contrôle, en espérant que les banques vont... et que ça ne marche pas. Et donc comme ça ne marche pas, Mario Draghi, on va faire plus. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est très bien s'il fait plus, mais qu'on pourrait faire autrement, et que les 1 500 milliards, il faut les mettre sur le climat, au lieu de les mettre sur les banques. Et donc on est en train de préparer une coalition avec des gens de droite et de gauche, des syndicalistes, des ONG, des gens du GIEC, pour dire que ce serait génial quand même, puisqu'il y a un tabou qui est tombé. Il y a un tabou qui est tombé, on pensait que les Allemands allaient hurler si on parlait de création monétaire, et les Allemands n'ont pas hurlé, parce qu'Obama leur a demandé de se calmer. Mais donc c'est un truc énorme, on va créer 1 500 milliards. Alors que dans tous nos pays, on s'énerve au Parlement pour trouver 3 milliards d'économies, 3 milliards d'économies sur la santé, 3 milliards sur les collectivités. Là, il y a 1 500 milliards qui sont disponibles, et ce qu'on dit, c'est qu'il faut les mettre sur un traité européen qui, pendant 20 ans, il faut sortir du court terme et du one-shot, pendant 20 ans, tous nos pays auraient un vrai financement pour la transition énergétique. Tous nos pays auraient 2% du PIB à taux zéro pendant 20 ans. La France aurait chaque année 40 milliards, l'Allemagne aurait chaque année 50 milliards, la Grèce aurait chaque année 8 milliards pour financer la transition énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et ça peut créer 300 000 emplois en France. Donc, au lieu d'attendre la croissance, est-ce qu'on met le paquet sur le logement? La France est le seul pays d'Europe où on a des loyers aussi élevés. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on ferait tous 250 € d'économie sur les loyers. 250 € d'économie, voilà. Donc, qu'on ne nous explique pas que c'est l'Europe qui nous rend ça impossible. Est-ce qu'on met le paquet sur la politique du logement? Aux Pays-Bas, par exemple, qui est un petit pays en taille, ils ont construit 1 million de logements, avec l'argent du Fonds de réserve des retraites. Ils se sont dit, mettre l'argent sur les marchés financiers, c'est risqué et ça n'a aucune utilité sociale. On va mettre cet argent sur le logement. Et on va faire des coopératives, parce que les besoins ne sont pas les mêmes ici et là.
Ici, il faut du logement étudiant. Ici, il faut du logement pour les seniors. Ici, du logement intermédiaire. Ici, voilà. Ils ont créé 1 million de logements et ça marche. Il y a 1 million de familles qui sont logées et il y a 1 million de gens qui payent leur loyer tous les mois. Chez nous, et ça crée des milliers d'emplois pour construire ces logements. Chez nous, le fonds de réserve, c'est 37 milliards, il est sur les marchés financiers. Donc là, il va perdre... Donc ça peut être fait la semaine prochaine par décret. Manuel Valls pourrait dire, on ne va pas augmenter les impôts, on ne va pas augmenter la dette, mais on fait un décret pour dire que les 37 milliards du fonds de réserve, on les met à faire du logement. Je rappelle quand même qu'il manque 800 000 logements en France, et le secteur du bâtiment est le secteur qui détruit le plus d'emplois. On parle souvent des plans sociaux dans l'industrie, mais il y a eu 40 000 emplois détruits depuis 1 an dans le bâtiment. Donc, il n'y a pas de baguette magique, mais est-ce qu'on est capable de protéger, d'éviter les licenciements? Est-ce qu'on est capable de créer des emplois? Sur la question du logement, la question du climat, la question du temps de travail. À Bruxelles, c'est le ministre du Travail belge, qui est un homme du centre, à la une des Échos, il y a une semaine, à Bruxelles, il dit « Je veux relancer le débat sur la semaine de 4 jours. On va expérimenter la semaine de 4 jours, non pas un mouvement obligatoire et imposé d'en haut, comme on a essayé de le faire en France, qui était une grave erreur, mais est-ce qu'on est capable de reprendre un mouvement historique de baisse du temps de travail? Vous vous souvenez peut-être le rapport Boissonnat, il y a 20 ans, qui était rédigé à la demande d'Édouard Balladur, et le rapport Boissonnat, à la une d'un grand quotidien du soir, en novembre 1995, disait qu'il faut réduire de 20 à 25% le temps de travail d'ici 2015. Pour ne pas faire peur aux bourgeois, on a pris un grand calendrier, et tout le monde était d'accord, gauche et droite, pour dire oui, c'est un mouvement historique, d'ici 2015, il faut réduire le temps de travail de 20% au moins. Or, aujourd'hui, on est en 2015, presque 2016, et la durée réelle du travail est à 0 heure pour les 3 millions de chômeurs, et la durée réelle pour quelqu'un qui est à temps plein est à 39h50. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Attendre la croissance est suicidaire. Par contre, en jouant sur 10 ou 15 leviers, on peut créer 2 millions d'emplois. Merci. On va s'arrêter là. Vous avez abordé beaucoup de sujets qui permettaient de bien planter le décor, notamment international, c'était important. J'ajoute juste une chose à propos de la croissance, effectivement, qui est faible. Et il y a un phénomène nouveau, c'est que historiquement, quand vous avez une révolution industrielle, elle crée une forte croissance et bien évidemment beaucoup d'emplois. Et il y a actuellement un débat pour savoir si la révolution industrielle que nous vivons, qui est celle du numérique, des nouvelles technologies, crée de la croissance et crée de l'emploi. Et il semble beaucoup moins, voire la preuve, les chiffres sont là, 1%, etc. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Je me tourne vers vous, Emmanuel Vargon, sur... tout à l'heure, Pierre a évoqué plusieurs choses, et notamment le thème de à la fois la durée de travail, mais aussi la flexibilité du marché du travail. Donc, c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Quelques points pour alimenter le débat. Peut-être 2 remarques à ce qui a été dit... pour être un tout petit peu polémique, mais aussi pour permettre au débat de se tenir. D'abord, les chômeurs qui arrivent en fin de droit, ils ne sortent pas des statistiques en France. Ça, c'est juste faux. Les chômeurs qui arrivent en fin de droit, ils restent dans les statistiques de Pôle emploi, ils restent dans les statistiques de l'INSEE. Sur les 3,7 millions de chômeurs que vous avez cités tout à l'heure, qui sont la catégorie A de Pôle emploi, la moitié sont indemnisés, l'autre moitié ne l'est pas. Donc, bien sûr que les chômeurs qui arrivent en fin de droit sont toujours comptabilisés comme chômeurs. Je ne dis pas que leur situation est facile, bien sûr, je comprends le point, mais s'ils souhaitent être inscrits à Pôle emploi, ils sont inscrits à Pôle emploi. Et dans les enquêtes INSEE, ces enquêtes sont faites par échantillonnage et on demande aux gens s'ils recherchent un emploi ou pas, même s'ils ne sont pas inscrits. Et puis mon deuxième point, c'est que je trouve paradoxal de dire à la fois qu'on ne peut pas atteindre la croissance et que les politiques de relance au Japon ne marchent pas, et de dire que c'est grâce à la relance monétaire qu'on va trouver des solutions en Europe, et donc je trouverais intéressant qu'on ait le débat. Je voulais... ça nous permettra de discuter par la suite. Je voulais, moi, aborder 3 sujets. Le premier, c'est... d'où vient le problème du marché du travail de mon point de vue? De mon point de vue, on est arrivé à un marché pour lequel la protection est trop forte. Ce n'est pas forcément un point de vue très consensuel, mais on est arrivé à un marché du travail pour lequel, en particulier pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, la protection est trop forte des 2 côtés. Alors, côté employeur, le coût du travail est trop élevé en France. Et donc, quand vous souhaitez embaucher quelqu'un juste pour du travail non qualifié, vous êtes au niveau du SMIC chargé, certes avec quelques diminutions de charges dans la période précédente avec le CICE, mais ça reste élevé. Résultat, en France, on n'a pas
On a proportionnellement beaucoup moins d'emplois non qualifiés dans le secteur des services, par exemple, que dans tous les autres pays développés, bien sûr aux États-Unis, alors peut-être que l'exemple américain n'est pas pertinent, mais aussi dans le reste des pays de l'Europe. Et on ne l'a pas parce qu'on cherche à créer des emplois de qualité, c'est-à-dire des emplois CDI temps plein bien payés. Et c'est une cible, mais en se donnant cet objectif qui est un objectif très ambitieux, on refuse de développer de l'emploi qui est de l'emploi un petit peu moins bien payé ou qui est de l'emploi à temps partiel ou qui est de l'emploi non qualifié. La deuxième grande barrière qui existe aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment traitée, c'est le licenciement. On verra ce que disent les chefs d'entreprise dans le panel, mais moi, pour avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise, le licenciement individuel en France est considéré comme très difficile et très risqué. Très long dans les procédures, toutes les procédures prud'homales, très risqué, parce qu'en fonction du résultat des procédures, ça peut coûter 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros d'indemnisation prud'homale après 2 ans, après 3 ans. C'est difficile à supporter pour un chef d'entreprise, c'est finalement assez difficile à supporter pour un salarié à cause de la durée des procédures. Le Job Act en Italie a traité ce point avec un plafond d'indemnité. La loi Macron a tenté de traiter ce point, ça a été voté au 49.3. Finalement, le Conseil constitutionnel l'a annulé, pas sur le principe qu'on pouvait plafonner les indemnités, mais sur le fait de différencier entre la taille des entreprises. Évidemment, c'est probablement un peu contre-intuitif de dire que pour pouvoir embaucher plus, il faut licencier plus facilement, mais en réalité, le marché du travail fait que les chefs d'entreprise ont trop peur de l'embauche, en particulier de l'embauche individuelle, et donc déploient toutes les stratégies de contournement possibles pour éviter d'embaucher. Et puis enfin, et ça c'est un échec des politiques précédentes qu'on n'a pas vraiment réussi à traiter, il y a dans le système de protection sociale une forme de trappe qui fait que les minima sociaux sont bas quand on n'a pas du tout d'activité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le RSA est à 450 €. Mais en revanche, il y a une sorte de palier ou de plateau pour des gens qui travaillent à temps partiel avec des revenus d'activité complétés par le RSA et complétés par un certain nombre de prestations type aide au logement, type aide sociale diverses et variées qui sont en général issues des collectivités locales. Résultat, du point de vue de la personne, le passage du temps partiel au temps plein n'est pas positif, ne permet pas vraiment de gagner plus. J'en discutais il y a quelque temps avec le patron d'une boîte de services qui s'appelle O2, qui est la plus grosse boîte de services de France, qui dit « Moi, je cherche des gens en CDI temps plein avec une voiture de fonction, je ne les trouve pas. J'ai des gens à temps partiel, et quand je leur demande « Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas passer à temps plein ?» Ils m'expliquent « Ben voilà, je passe à temps plein, je passe au-dessus du seuil de la CMU, le seuil de la CMU est autour de 750 €. Quand je sors de la CMU, je sors des avantages associés, les avantages culturels par exemple, ça ne marche pas. » Donc on a un problème de fonctionnement et de flexibilité du marché du travail qu'on n'a pas complètement réussi à traiter. Et à chaque fois qu'on complète les droits des salariés et qu'on augmente le coût du travail, je pense par exemple à la mutuelle obligatoire qui sort du dernier accord de 2013, en réalité on rend ce marché encore plus difficile à atteindre pour les outsiders. La deuxième idée que je voudrais développer avec vous rapidement, c'est l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a énormément de gisements de création d'emplois possibles dans l'entrepreneuriat, que depuis quelque temps, le gouvernement commence à s'en occuper, mais insuffisamment. On a beaucoup de créations d'entreprises, d'auto-entrepreneurs, c'est l'un des succès français. On est parmi les pays qui créent le plus d'entreprises, mais on a une politique qui aide les gens à créer leur propre emploi. On n'a aucune politique publique d'appui au développement de la petite entreprise. Depuis quelque temps, on s'intéresse aux technologies, donc la French Tech, mais les entreprises artisanales, les entreprises de proximité, qui sont prêtes à passer de 1 à 3 salariés, de 3 à 5, n'ont pas l'accompagnement dont elles auraient besoin. Ce n'est pas forcément un accompagnement public. Il existe des réseaux qui font des choses magnifiques, je pense au réseau Entreprendre, mais il n'y a aucune orientation d'appui à ces entreprises, et c'est là que la création d'emplois se fait. Les grandes entreprises ne créent pas d'emplois en net. Elles le maintiennent au mieux, elles le diminuent parfois à travers les plans sociaux. Elles embauchent bien sûr en volume, mais elles embauchent pour remplacer les départs à la retraite. En général, elles ne remplacent pas 100%. La création nette, elle se fait dans les petites entreprises, et une politique d'appui et d'aide à trouver les bonnes personnes
sous réserve qu'on arrive à lever la peur du licenciement, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit réelle, serait à mon avis un levier important. Et puis enfin, je voudrais dire un mot de la formation professionnelle. Le système de la formation professionnelle en France n'est pas tiré par la demande des entreprises, pour plein de raisons, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Résultat, toute l'offre de formation professionnelle en France, que ce soit les universités ou que ce soit les organismes privés, ne répondent pas vraiment aux besoins. Dans le système de la formation professionnelle, avant la grosse réforme qu'on a fait en 2014, les entreprises payaient d'abord une forme de cotisation, une forme de taxe, 1%, et ensuite cet argent allait dans le système de la formation professionnelle, et ensuite on se demandait à quoi on allait bien pouvoir le dépenser. Donc on a changé ce système, on a posé des principes pour favoriser des formations certifiantes ou qualifiantes, mais nous n'avons pas, contrairement à l'Allemagne par exemple, ou à l'Autriche ou à la Suisse, de système organisé dans lequel chaque année, les entreprises et le système de formation professionnelle, les entreprises, les financeurs et les offreurs, les organismes de formation professionnelle, publics, privés, se rencontrent pour essayer d'analyser les besoins à moyen terme du marché du travail. On a des études prospectives de long terme faites par France Stratégie, mais on n'a pas de système de régulation. Résultat, on envoie les jeunes en formation initiale dans des filières dont on sait qu'il n'y a pas d'emploi. Résultat, l'offre de formation professionnelle est insuffisante dans les secteurs qui recrutent, notamment les nouvelles technologies. Et du coup, cet argent qui est du système de formation professionnelle, il n'est pas orienté vers les besoins. Et ça explique une partie des difficultés à recruter des entreprises, pas tellement les emplois non pourvus, mais plutôt tout le recrutement découragé qui ne se fait pas ou qui se fait mal. Et donc là, sur ce sujet-là, on pourrait, en organisant une gouvernance beaucoup plus serrée et en forçant l'offre de formation professionnelle à mieux répondre aux besoins, sans dépenser d'argent public ou privé supplémentaire, à mon avis, obtenir des résultats. Donc voilà les quelques points que je voulais aborder dans le débat. Merci beaucoup. Merci pour ces propos qui viennent, disons, compenser un peu ce qui a été dit par avant. On va écouter les deux chefs d'entreprise nous parler de leur propre expérience. Mais une chose tout d'abord, sur le coût du travail, reprenez-moi si je dis une erreur, mais il me semble que le coût du travail en France est en train de s'aligner progressivement sur le coût allemand. Non ? Le coût du travail en France est en train de baisser. Oui. À peu près au coût allemand. Oui. Sachant que le coût allemand est l'un des plus élevés par ailleurs, hein, donc c'est quand même pas complètement une référence, et qu'en Allemagne, il existe des tas de dérogations pour les jeunes ou les chômeurs éloignés du marché du travail. Et donc ce coût du travail allemand, qui est le coût du travail couvert par les normes syndicales, en fait, ne couvre pas les entrants sur le marché du travail pour lesquels il y a un accord pour dire que les gens sont payés moins le temps qu'ils atteignent la productivité normale d'un salarié. Donc si on regarde de salarié à salarié installé, on est revenu pas trop loin de l'Allemagne. Mais si on regarde globalement, nous n'avons, à part l'apprentissage, quasiment aucune des flexibilités du marché allemand. D'accord. Très bien. Avant de me tourner vers vous, je voudrais peut-être demander, vous avez évoqué, Emmanuel, la question des difficultés à entreprendre, hein, et notamment chez les jeunes diplômés. Et je voudrais, Christophe Pelletier, que vous nous parliez de votre expérience dans ce domaine, puisque vous avez lancé une initiative. Je rappelle que vous êtes à Elbeuf, que vous avez une PME qui emploie 25 ou 30 salariés, et vous avez lancé cette initiative qui s'appelle Ma Première Compagnie, hein, que vous obstinez à l'appeler en anglais My First Company. Hein. C'est vrai que pour l'instant... C'est du snobisme, non. Enfin, donc c'est pour l'internationaliser dès le départ. Non, je plaisante, mais parlez-nous un peu de votre expérience. Bonjour, effectivement, cette expérience, c'est pas le suivi d'un jeune qui aurait envie de créer son entreprise. Là, on va former un groupe à polycompétences, et ces jeunes vont accepter de mettre leurs compétences au service du groupe pour développer une nouvelle activité. Si ça se passe bien, ça va devenir une nouvelle entreprise, et ils auront créé leur emploi. Ils seront, la baseline de My First Company, c'est entrepreneur de votre destin. Et si ça se passe mal, si au bout de 6 mois, si au bout d'1 an, on s'aperçoit que l'entreprise n'est pas rentable, eh bien tout simplement, ils auront eu au moins une expérience. Et sur le CV, ça pourra faire trace, et ils auront commencé à mettre à profit leurs compétences et commencer à se prendre en main dans le monde du travail. Et le but, simplement, c'est d'essaimer et c'est de commencer. L'expérience va se lancer dans les prochains, pas jours, mais dans les prochains mois sur Elbeuf. Et j'espère aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui ont
l'âme entrepreneuriale de venez me retrouver et qu'on puisse ensemble y réfléchir et bâtir cette entreprise, votre entreprise de demain. Voilà. Alors, je fais ça parce que tout simplement, j'ai toujours été, en tant qu'entrepreneur, ma première satisfaction, c'est de créer de l'emploi. Et je me dis, ben, c'est vrai que si on ne se bouge pas, chacun dans son... Si on n'essaye pas, eh ben, le monde il va rester tel qu'il est. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Je vais me tourner vers vous, Pierre Allery. Mais avant, un petit mot. Vous voulez juste réagir un tout petit peu? Emmanuel Vargon souhaitait un débat. Je voudrais quand même dire deux choses. Premièrement, sur la question des chiffres du chômage. J'ai sous les yeux là, les chiffres de juillet 2015. C'est les chiffres de Pôle emploi. Hein. Vous parliez des chiffres de l'INSEE, mais quand même, il y a le nombre d'entrées à Pôle emploi en un mois, juillet 2015, 527 700. 527 700. Le nombre de sorties de Pôle emploi en un mois, 510 900. Pourquoi est-ce que le chômage a augmenté seulement de 17 000? Parce que, donc, quand il y en a 520 000 en gros qui arrivent chaque mois, il y en a 505 000 qui sortent. Et il y a une note de Pôle emploi qui dit 47% d'entre eux, en moyenne, depuis un an, 47% de ceux qui quittent les fichiers ont retrouvé un emploi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a, c'est Pôle emploi, c'est la note de Pôle emploi, et l'année d'avant, c'était 49%. Donc, il y en a qui ont eu un problème de statistique, il y en a qui ont eu un problème pour s'inscrire, ils vont galérer pendant un mois, mais vous ne pouvez pas me dire, ce ne serait pas sérieux, que tous les chômeurs sont comptabilisés dans les chiffres de Pôle emploi ou de l'INSEE. Non, ce que je vous dis, c'est que c'est faux de dire que les chômeurs en fin de droit, parce qu'ils sont en fin de droit, quittent les statistiques. Ça, c'est juste faux. Ils sont dans d'autres statistiques, mais ils ne sont pas dans les chiffres de Pôle emploi. Non, non, Pôle je suis désolée, les droits n'ont rien à voir avec l'inscription. Les gens qui sont en fin de droit, donc ça veut dire qu'ils ne sont plus indemnisés par l'assurance chômage, sont soit à l'ASS et sont toujours dans les statistiques de Pôle emploi, soit ne sont plus indemnisés du tout parce que leurs revenus familiaux ou autres sont trop élevés pour toucher les minima sociaux et ne sortent pas parce qu'ils ne sont plus indemnisés des statistiques. Après, les gens qui sortent des statistiques tous les mois, soit retrouvent un emploi, soit portent en formation, soit sont découragés, ne se réinscrivent plus c'est 50% d'après Pôle emploi. Mais ça n'a rien à voir avec la fin de droit, c'est juste ça mon point. S'ils sont découragés et s'ils s'inscrivent plus, c'est quand même, il y a un peu lié. En tout cas, il y en a 47% de ceux qui quittent les fichiers qui retrouvent sur un point qui Je veux juste être précise, c'est tout. Okay, après, que vous me disiez qu'il y a des chômeurs découragés, c'est-à-dire des gens qui ne s'inscrivent même plus, oui, bien sûr, vous avez raison. Mais ça n'a rien à voir avec les droits. C'est un peu lié. S'ils avaient des droits, ils continueraient à être inscrits. Deuxième point, par contre, où il peut y avoir une convergence, comme employeur, je vois effectivement que la question du licenciement est compliquée, effectivement que c'est très très compliqué. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des choses à simplifier. Est-ce que ça réglerait la question quand il y a 6 millions de chômeurs? J'ai montré la courbe du taux d'activité aux États-Unis, où il n'est pas très très compliqué de licencier. Donc je pense en même temps, c'est là que si on voulait prendre au sérieux la question. Je rappelle qu'un des pays où on a réussi vraiment à faire reculer le chômage et la précarité, c'est ce qu'on appelait les accords de Wassenaar dans les pays du nord de l'Europe, où au lieu de s'étriper en ayant chacun 5 minutes de temps de parole, ils prenaient 3 mois autour d'une table pour tout mettre sur la table de façon sereine. Et ils arrivaient à nouveau, ce qu'on appelait les accords de Wassenaar, il y avait 15 propositions. En même temps, on simplifie les licenciements et en même temps, on donne une vraie sécurité aux salariés. En même temps, on parle du financement de la retraite et en même temps, on élargit le financement de la protection sociale. Donc, évitons les clivages, voilà. Mais simplement, je pense que la question des licenciements est compliquée, comme chef d'entreprise, je peux témoigner, mais qu'on voit bien aux États-Unis que pouvoir licencier facilement ne règle pas la question de l'emploi ou du sous-emploi. Merci. Je me tourne vers vous, Pierre Allery, puisque vous êtes aussi très sensible au climat social dans votre entreprise. Moins qu'on puisse dire. Et à tout ce qui vient d'être dit. Je rappelle que vous êtes le patron de Multi-Restauration Méditerranée. Pierre, je vous en prie. Oui, merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais être beaucoup plus pragmatique. Je suis un chef d'entreprise d'une PME patrimoniale qui m'appartient, que j'ai repris il y a une dizaine d'années. Il y avait 60 salariés, on en est 250 aujourd'hui. Et ça fait 5-6 ans que j'ai une croissance de 10%. Voire plus par an. Donc, je ne suis pas dans un environnement de crise économique. La crise, elle existe, hein, parce que moi, je suis dans le métier de service, donc tout ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, est tout à fait exact. On a ces problématiques-là. Moi, j'ai besoin de créer des emplois aujourd'hui. J'ai des freins qui sont administratifs, qui sont fiscaux, qui sont sociaux, tout ce que vous voudrez. Mais la dynamique, elle est là. Moi, je pense que plus que pour améliorer le climat social tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'était le thème de notre rencontre, je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut mettre en exergue. Tout d'abord, il y a une inadéquation du Code du travail avec la réalité des entreprises aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, on est dans un monde qui bouge, qui va vite. La communication a dépassé
le temps de l'économie, je dirais. Le temps de l'économie, ça va très très vite. Et le temps du politique, il est très lent. Donc ces deux mondes-là ne peuvent pas se rencontrer. Et si les entrepreneurs ne se bougent pas, on va dans le mur. Donc il y a une adéquation du Code du travail et il faut impérativement que les partenaires sociaux, et j'ai été engagé dans le monde patronal pendant quelques années, il faut que les partenaires sociaux se mettent autour d'une table et arrêtent de parler la langue de bois et mettent vraiment les problèmes sur la table et apportent des solutions. Il faut que la politique de l'emploi aussi, elle se tourne vers plus de pragmatisme. Aujourd'hui, moi, je suis dans la restauration collective, donc c'est un métier de restauration. Je cherche des cuisiniers, je cherche des employés de restauration, je n'en trouve pas. C'est quand même dramatique aujourd'hui. On a des tas de métiers aujourd'hui qui sont hyper tendus. Alors en plus, en région PACA, on a la chance d'avoir le soleil et la mer. Ça pourrait attirer du monde, mais même pas. Donc, et puis on a un système de formation qui est complètement inadapté. Même moi, dans mon secteur d'activité, il y a des écoles hôtelières qui sont très brillantes, j'en sors, donc je sais ce que c'est. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 50% de ces élèves qui abandonnent le métier parce que c'est trop fatigant, parce qu'on leur a promis la lune et qui, finalement, ils ne l'auront pas. Donc je crois qu'il y a tout cet aspect-là aujourd'hui qui fait qu'on se retrouve. Alors, ce n'est pas toutes les raisons de la crise et du nombre de chômeurs, mais je crois qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui à réagir par rapport à ces problématiques. Et je crois que le rôle de l'entreprise aujourd'hui, en tout cas moi c'est mon rôle d'entrepreneur, c'est d'être socialement responsable. C'est-à-dire que je suis dans une économie, effectivement, je vous rappelle que même le but premier de l'entreprise, c'est pas de créer des emplois, mais c'est de créer des richesses. Ces richesses vont permettre de créer des emplois. Mais une entreprise qui ne crée pas de richesses ne créera pas d'emplois. Oui ou non, c'est... Et une des priorités de l'entreprise, enfin, du moins pour moi, c'est de pérenniser les emplois de mes collaborateurs avant d'en créer. Parce que je veux bien qu'on en détruise d'un côté et qu'on en crée de l'autre, ça ne servira strictement à rien. Donc je crois qu'un entrepreneur, il doit être socialement responsable, il doit être acteur de son environnement. Et c'est un peu le rôle aussi des entrepreneurs d'avenir, de se positionner sur un rôle d'acteur. Une entreprise ne peut pas vivre en dehors de son environnement. Et en fait, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut être économiquement responsable. Donc moi je vois 3 points, si vous me permettez, qui pourraient améliorer le climat social. Le premier, c'est de considérer la négociation au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de la branche. Voilà. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de réactivité, de souplesse. Et il faut qu'elles puissent, et je le vois moi dans mon activité, quand j'ai un pic de croissance, il faut que je puisse embaucher, faire des heures supplémentaires sans que ça me coûte la rentabilité de l'entreprise. Et je crois que si on a un dialogue social clair, transparent avec nos élus, parce que moi j'ai un comité d'entreprise, j'ai un CHSCT, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, on a besoin de confiance et de loyauté, hein, on a besoin de respect mutuel. Et ça aujourd'hui, dans le débat des paritaires, et je suis aussi engagé dans certaines instances paritaires, notamment en matière de formation, le paritarisme, moi, il me fait peur aujourd'hui. C'est du protectionnisme pur et dur, et des deux côtés. Donc je crois qu'il faut décloisonner ça, il faut qu'il y ait un socle social qui soit bien sûr incontournable, mais il faut privilégier l'accord dans les entreprises. Je ne dis pas qu'il faut jeter les branches à la poubelle, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut qu'on arrive à décloisonner le dialogue social. Il ne faut pas que nos élus aujourd'hui dans les comités d'entreprise défendent des positions idéologiques qui sont complètement déconnectées de la réalité. On le voit en PACA, par exemple, ce qui s'est passé avec la SNCM notamment. Donc pour améliorer le climat social, il faut libérer les décisions au niveau de l'entreprise. Il faut également repenser la formation professionnelle. Tout à l'heure, vous parliez de l'accord de 2014. Moi, je peux vous dire que pour une PME comme la mienne, la réforme de la formation professionnelle m'a fait perdre la mutualisation. C'est-à-dire que j'ai perdu 30% de mon budget de formation qui était mutualisé. Bon, je trouve pas... c'est-à-dire que dans le cadre d'un OPCA, aujourd'hui, lorsqu'on versait ces cotisations à un OPCA, l'OPCA, c'est un organisme public de centralisation. Paritaire, pardon, pas public, hein, organisme paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle. Chaque entreprise avait un pourcentage de formation professionnelle obligatoire qu'elle peut verser à un OPCA. Cet organisme gère les fonds et gère les fonds qui ne sont pas utilisés par les entreprises et par de la mutualisation. Et là, moi, mon entreprise en bénéficiait. Bon, avec la nouvelle loi qui a supprimé effectivement une grande partie de ces points-là, on a
déresponsabiliser les entreprises au niveau de la formation via leur plan de formation, puisque le pourcentage est ridicule maintenant, et on va vers de sérieux problèmes. D'autant que le conseil régional, si je ne m'abuse, qui était en charge de la formation professionnelle, ou qui l'est toujours, lorsque je les ai rencontrés, moi, dans ma région, m'ont dit, de toute façon, l'argent de la formation, elle est faite pour les chômeurs, pour apprendre à lire et à écrire aux gens, et pas pour aider les entreprises. Alors que c'est quand même une part de notre argent qui va à ce budget-là. Il faut aussi moderniser et assouplir l'apprentissage. On est dans un métier, nous, très manuel. Et on a besoin de revaloriser notre profession. Ça, c'est le rôle des entreprises et des secteurs et des branches, de revaloriser la profession. Mais il faut aussi que l'apprentissage soit un peu plus décloisonné, un peu plus assoupli. Parce que les modalités de prendre des apprentis aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Il y a des contraintes scolaires, des contraintes d'entreprise. Il n'y a pas assez de souplesse dans ce domaine-là. Et puis aussi, il faut penser, et je crois que vous l'avez déjà dit, il faut penser au métier de demain. C'est bien de faire des diplômés, c'est bien d'avoir des jeunes qui sont bac plus 5, plus 10, plus 20. Aujourd'hui, il y a des tas de métiers, madame en parlait avec la société O2 que je connais bien, il y a des tas de métiers qui sont en flux tendu. Et il y a des possibilités. En région, enfin, sur Marseille, on est en train de travailler, moi, avec ma société de restauration collective et un de mes amis qui a une société de service à la personne, de mettre en place une plateforme pour proposer aux gens une activité à temps plein. Parce que moi, j'emploie des temps partiels, et ce n'est pas des temps partiels subis. Il y a 80% des temps partiels qui sont chez moi qui sont volontaires. Mais effectivement, proposer à des gens qui viennent travailler dans les cantines scolaires de 11h à 15h, de pouvoir l'après-midi, à partir de 16h, travailler pour quelqu'un d'autre, aller chercher les enfants à l'école ou s'occuper d'une personne âgée. Donc ces initiatives-là, elles peuvent effectivement améliorer tout ça. Et puis, il y a des tas de métiers qui vont disparaître demain. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On continue à les former. On continue à sortir des gens formés sur des métiers qui n'existeront plus demain. Il faut vraiment qu'on se pose la question, et ça c'est le rôle des entrepreneurs, c'est le rôle des organisations patronales et syndicales, de se positionner et de réfléchir à ces problèmes-là. Je crois que la formation, quelqu'un a dit, Jacques Attali disait hier que l'éducation nationale devait repenser sa formation et ça commençait à la maternelle. Je dirais même, moi, ça commence avec les parents déjà. Il faut que les parents aussi soient conscients que les enfants ne feront peut-être pas le métier que les parents veulent qu'ils fassent. Et ça, c'est important. Et moi, je suis mal placé parce que ma fille fait le même métier que moi. Mais bon. Ensuite, il faut ouvrir les frontières de l'emploi. Je crois qu'on n'est plus dans un monde régional. Même moi, dans mon activité de service, qui est un rayonnement régional, il faut ouvrir à l'international. Et moi, je milite pour une Europe sociale, avec une uniformisation d'un statut. Parce que je crois qu'il y a la mobilité et sera une des clés de la lutte contre le chômage demain. Et enfin, vous l'avez déjà dit, il faut favoriser l'entrepreneuriat. Moi, je fais partie du réseau Entreprendre dans ma région, et c'est vrai qu'on accompagne des jeunes créateurs d'entreprises, et il n'y a rien de plus passionnant que de voir des jeunes qui se lancent, qui innovent, et qu'on peut accompagner. Voilà, donc je crois que moi, il faut beaucoup plus de pragmatisme. Il faut remettre à plat des tas de choses qui ne sont pas faites. Moi, ce que je critiquerai le plus aujourd'hui, c'est le manque de courage de nos politiques en matière de réforme. On n'a plus le droit et on n'a plus le temps. Le temps est une valeur importante. On n'a plus le droit et on n'a plus le temps de tergiverser. Il faut effectivement qu'on réforme. Mais réformer, ça ne veut pas dire casser. Réformer, ça veut dire adapter un modèle à une société qui est en pleine évolution. J'ai rencontré des jeunes dans un congrès de l'APM, des jeunes qui nous parlaient de l'entreprise qui recherchait, des jeunes diplômés. Ils nous disaient, nous, ce qu'on cherche, c'est de la convivialité dans l'entreprise, de l'autonomie, de la responsabilité, et le salaire, il vient après. Et ils veulent zapper. Et on a des modèles, nous, on est dans des entreprises, et la mienne en particulier, elle est dans un modèle hiérarchique, je suis le président, et en dessous, j'ai mes collaborateurs. Mais ces fonctionnements-là, les entreprises de demain, elles ne fonctionneront plus comme ça. Moi, je suis en train de penser aujourd'hui à comment transformer mon entreprise, comment transformer le management de mon entreprise pour qu'il soit effectivement, non pas participatif, il ne faut pas employer de gros mots non plus, mais qu'il soit beaucoup plus, je dirais, collaboratif, quoi. À un moment donné, il faut qu'effectivement, et puis moi, ça me permettra de me retirer et puis de confier l'entreprise à d'autres structures qui la feront pérenniser. Mon seul but, moi, d'entrepreneur aujourd'hui, c'est de voir vivre mon entreprise demain. Voilà, je crois que c'est... Merci. Merci beaucoup.
On va poursuivre ce dialogue avec un autre responsable d'entreprise, François Pellissier, qui est le patron de la Chambre du commerce et industrie de Meurthe-et-Moselle. Mais je voudrais quand même vous donner la parole tout de suite, Didier Leroux, puisqu'on a parlé pas mal d'apprentissage et tout. Vous avez des choses à dire sur ce sujet. Vous le vivez aussi dans votre PME. Je rappelle qu'elle est dans le Pas-de-Calais et que vous avez une entreprise de jardiniers paysagistes. Hein, c'est ça, ouais. Et après, je donne la parole à François. Merci. Ouais. Oui, urgence d'agir pour l'emploi. Je pense qu'on a à redécouvrir et à apprendre, en fait. Redécouvrir quoi? Les vertus de l'apprentissage, les réalités du terrain en premier lieu, la confrontation des intervenants, la richesse de la transmission et du partage. Et puis, l'apprentissage a beaucoup de valeurs et nous n'y pensons peut-être pas suffisamment. L'accueil, l'amour du métier, le plaisir du travail bien fait, la fierté de l'œuvre réussie, la satisfaction du client, c'est quelque chose auquel on ne pense pas peut-être suffisamment à tous les niveaux dans une entreprise. Et surtout, et j'insiste là-dessus, la confiance donnée avec réciprocité. Alors, si on redécouvre tout ça, peut-être que les jeunes pourraient travailler tous, c'est important, et travailler mieux. Mais pourquoi? Quel est le fond, en fait? Pour être maître de leur destinée, pour avoir enfin de vrais projets personnels, pour se sentir utile dans notre société et participer à son développement. Pour être connu, c'est important, reconnu et apprécié. Chez les entrepreneurs du paysage, le but, je vais vous choquer, n'est pas de donner du travail. C'est de faire aimer un métier. C'est offrir la possibilité de mériter ce métier. C'est faire prendre une greffe. C'est enraciner un jeune dans une équipe, dans une entreprise. C'est lui donner une place, sa place. C'est semer des possibles, c'est marcoter la confiance, c'est bouturer et multiplier des savoir-être et des savoir-faire. Quelques chiffres. Mais derrière ces chiffres, ce sont des espoirs, des efforts, beaucoup d'efforts. C'est dur l'apprentissage. Des récompenses aussi, bien sûr. Mais surtout, derrière ces chiffres, ce sont des personnes, et vous le verrez, parfois très jeunes, qui veulent être quelqu'un, être debout, avoir un métier et non un travail. Enfin, le plus important, tout faire, tout avoir un travail pour aimer et pour être aimé. 400 000, c'est le nombre total d'apprentis en France en 2014. 500 000, c'est l'objectif pour 2017. Objectif ambitieux, plus 25%. Mais moins 3,2%. C'est la baisse du nombre de contrats d'apprentissage signés en 2014. Qui sont les apprentis? 66% de garçons, 34% de filles. Ils sont très jeunes. 52% ont moins de 18 ans. Près d'un tiers ont entre 18 et 21 ans. Qui les accueille? 74% des apprentis sont formés dans des entreprises de moins de 50 salariés. Maintenant, si vous le permettez, un petit focus sur l'apprentissage dans les entreprises du paysage. Un peu plus de 93% des 28 000 entreprises du paysage emploient moins de 10 salariés. 26% des salariés ont moins de 26 ans. En 2012, nous comptions, chez les entrepreneurs du paysage, 9 400 contrats d'apprentissage, soit 14% des salariés. Mais en 2014, il n'y avait plus que 8 050 contrats, soit 12,5% des salariés. En proportion, nous sommes au même niveau que la Suisse, alors que dans nos métiers, en Allemagne, ils ne sont que 8,75% et 5% des apprentis au Luxembourg, au Danemark, en Pologne, 2% seulement en Espagne, le record revenant à l'Autriche avec 15% des salariés apprentis. Les professionnels de l'UNEP, Union nationale des entrepreneurs du paysage, sont particulièrement impliqués dans ces formations d'apprentissage qui démarrent du niveau CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur avec un cursus qui a été mis en place il y a plus de 20 ans, près de 25 ans, par la profession, en partenariat avec l'Institut de Genève dans le Nord et l'ISA à Lille, pour proposer ambition et perspective aux jeunes qui, au cours de leurs études, se sont découverts une passion, une force de travail et un potentiel à exploiter. Enfin, laissez-moi vous faire part de ce qu'est Pays Apprentis, un dispositif original et généreux.
À travers Pays Apprentis, la branche du paysage, depuis 2012, a fait bénéficier à près de 6 000 apprentis d'une aide à la mobilité de 150 à 500 €. Ce dispositif créé par l'UNEP, Union nationale des entreprises du paysage, est mis en œuvre avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, permet aux jeunes qui choisissent une entreprise éloignée de leur CFA d'avoir un petit coup de pouce financier pour faciliter la gestion de leur mobilité. Et puis je voudrais inviter, pour finir, en conclusion, Jean-Paul Sartre dans cette salle. Et il nous a dit que l'essentiel n'est pas ce que l'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de lui-même. Et le plus important est peut-être là, à partir de ce qu'on lui a donné. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage intéressant sur l'apprentissage, empreint de référence et un peu de poésie aussi, hein, quand vous parlez de bouture. Merci. Je voudrais poursuivre avec vous, François, et faire le lien peut-être avec ce qu'a dit tout à l'heure Pierre. Dans ce que vous avez évoqué, il a dit un mot, on ne l'avait pas prononcé jusqu'à présent, le code du travail. Et il y a eu toute une polémique ces derniers temps sur le fait de savoir le code du travail, il est complètement poussiéreux, il faut le simplifier à l'excès. Et il y a eu cet ouvrage que vous avez sans doute lu, le fameux rapport de Badinter, hein, Robert Badinter et Antoine Lyon-Camp, sur le travail et la loi. On est parti de là en disant mais comment c'est les hommes de gauche, ils font un vrai boulot. Ça se fait beaucoup en ce moment, hein, donc ils basculent de l'autre côté si vous voulez. Et c'est assez intéressant. Alors moi je l'ai lu et je l'ai trouvé... c'est donc des propositions qui sont faites par ces deux personnalités. J'ai trouvé ça assez enfantin quand même, hein. Moi je vous lis article 41, tout salarié a droit à un salaire lui assurant une vie libre et digne. Article 4. Toute mesure qui porte atteinte dans l'entreprise à l'égalité entre les femmes et les hommes est nulle. Alors, je trouve qu'on est allé quand même jusqu'à la simplification jusqu'à l'extrême. Alors, je connais ces gens qui arrivent sur les plateaux de télévision avec le code du travail qui fait effectivement 15 cm de haut. On oublie de dire quand même, ce sont les articles, bien évidemment, il y a toute la jurisprudence quand même, ce qui explique un petit peu le volume. Et voilà, donc c'est juste un aparté sur parce qu'on ne peut pas l'occulter non plus. Parmi les réflexions, il y a celles-ci qui sont sans doute réelles. Il faut absolument simplifier une partie des relations telles qu'elles sont régies par le Code du travail. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez travaillé sur plusieurs propositions lors de votre forum en 2014 que vous avez conduit à Nancy, sur une bonne vingtaine de propositions, celle-ci parmi d'autres, et notamment sur l'aménagement du temps de travail, etc. Je vous en prie, François, allez-y. Ouais, avant de revenir sur les propositions en tant que telles, on n'a pas beaucoup de temps, vous dire simplement que depuis 25 ans, moi je passe mon temps, 3, 4, 5e dans les entreprises que je dirige, qui sont des PME, dans les différents domaines d'activité, et 2 cinquièmes de mon temps de façon bénévole, soit dans la vie publique, soit dans la tête de la chambre de commerce, soit dans le milieu associatif, pour avoir les deux pieds dans ces deux mondes qui, en France, s'opposent trop souvent et ne travaillent pas assez ensemble. Et à l'image de cette expérience de 25 ans, moi, je vais vous dire mon sentiment, je trouve honteux, mais honteux et scandaleux qu'on parle de l'emploi et du travail en France aujourd'hui avec les chiffres qu'on a. Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, quand on voit les chiffres, c'est scandaleux de voir qu'on n'ait pas réussi à transformer notre pays et à le réformer, alors que c'est quasi évident ce qu'il faut faire. Enfin, faut vraiment avoir conscience que la mutation qui est devant nous, elle aurait déjà dû s'opérer il y a une vingtaine d'années, et je pense qu'elle est sous la responsabilité de 3 mots. L'incompétence économique de nos élites, c'est pas leur tasse de thé, et quand on voit le Parlement, la représentativité aujourd'hui, on comprend qu'il y a un tel décalage entre la vision qu'ils ont et la réalité de la PME, de l'entreprise. 2, par manque de courage, ça a été dit, et 3, par idéologie pure et dure. Et là, honnêtement, je pense qu'il y en a pour les deux côtés. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, comme ça ce sera clair entre nous pour cet exposé, quand je prie, je suis plutôt de culture à gauche, et quand j'agis, je suis plutôt de culture à droite, ce qui fait que je tape aussi bien sur l'un que sur l'autre, et j'ai des amis dans les deux camps. Mais vous priez souvent ? Oui, oui. Vous priez souvent. Oui, oui. Je terminerai d'ailleurs par... Chacun doit répondre à la même question, vous-même, Serge. Et vous verrez d'ailleurs que je me retire une fois par an dans les moines à l'abbaye de Sénanque, c'est ceux qui connaissent dans les Verrons. Et vous faites je fais une semaine par an avec eux, et j'ai un petit témoignage, je terminerai là-dessus, du père abbé cet été, et ils sont très branchés en fait sur l'économie, sur l'évolution de la société. C'est fabuleux de voir le témoignage qu'il m'a livré. Et pour revenir, Pierre l'a dit tout à l'heure, on a vécu des décennies déjà un peu lointaines où il y avait de la croissance, il y avait des banques qui prêtaient aux entreprises et il y avait des marges. Il faut arrêter maintenant, c'est fini. Il n'y aura pas de croissance, il n'y a pas de banquiers qui prêtent aux PME et il n'y a plus de marge. C'est des nouveaux paradigmes. Et en face de ça, je crois qu'il faut prendre conscience de 2, 3 petites choses. En France, on a la culture du grand décret, de la grande loi qui s'applique à tout le monde, des grandes organisations.
30% des salariés français sont détenus dans les 200 premiers groupes français. Donc on peut comprendre que la culture de nos élites, c'est de dire je fais un dîner avec des grands chefs d'entreprise, je regarde et puis on décide. Et ça a été très bien dit tout à l'heure par l'intervenante, la création d'emplois ne sera pas dans les grandes structures. Elles sont dans une compétition internationale, elles équilibrent leurs trucs, mais ce n'est pas là qu'il y aura les vecteurs d'emploi, c'est dans la PME. Venons-en maintenant à la PME. Je vais vous donner les chiffres de la région Lorraine, puisque je connais des centaines d'entrepreneurs, je les croise toutes les semaines, puisque c'est mon boulot de 5e à la Chambre de commerce. Pour vous donner l'état du corpus français, je prends la Meurthe-et-Moselle, Nancy. J'ai 200 entreprises qui dépassent 100 collaborateurs. Et sur ces 200 entreprises, les 3/4, c'est des filiales de grands groupes. J'ai 2000 entreprises qui ont entre 10 et 100 collaborateurs. J'ai 20 000 entreprises qui ont moins de 10 collaborateurs. Vous avez compris maintenant le problème? Il n'y a pas d'ETI, d'entreprise de taille intermédiaire, et le sang qui alimente notre cohésion sociale, c'est essentiellement de la PME. Et quand on parle d'emploi, je pense qu'il faudrait qu'on ait une réflexion sur le rapport du citoyen français et de l'idéologie politique à l'entreprise. Parce qu'on parle de travail d'emploi, mais si on démontre que l'emploi, au lieu de travailler sur les symptômes, comme on fait depuis 25 ans, avec toutes les rustines de processus étatiques qu'on nous a demandé, qu'on nous a mis en place, où on pense que l'emploi, c'est la création d'une subvention et d'un décret, alors que cela peut être que la conséquence d'un entrepreneur, d'un risque et d'un marché, on aura fait déjà un grand pas en avant. Et dans cette logique-là, il faut absolument qu'on revienne donc à l'amour de l'entreprise. Tout à l'heure, on disait que 80% des Français aiment le travail, mais le rapport à l'entreprise est beaucoup plus compliqué. Et je pense même qu'il est... Voilà seulement que la classe politique commence à refaire des messages d'amour vers l'entrepreneur. Je vais juste donner un chiffre. Sous Sarkozy, 10 textes de loi contre la PME. La PME était déjà fragilité exceptionnelle, pas de marge, elle court partout. On lui a dit, tu t'occupes des jeunes, texte de loi sur l'embauche des jeunes, texte de loi sur l'embauche des seniors, texte de loi sur la femme, la parité, texte de loi sur le bilan social, texte de loi sur la pénibilité, texte de loi sur le handicap, tac, 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 10 textes de loi. On ne sait plus où on habite aujourd'hui dans une PME. Un patron de PME, c'est presque une assistante sociale à mi-temps aujourd'hui, tellement il a des problèmes complexes à gérer. La structure familiale qui se délite, les marges, la concurrence, c'est d'une complexité. Et on veut même lui imposer maintenant le bilan social parce qu'il n'est pas capable, quand il a 10 salariés, de comprendre qui va bien, qui ne va pas bien et ce qu'il en est. Non, il faut un dialogue social imposé par encore un décret, un texte de loi. On ne peut pas s'en sortir. Alors qu'on pourrait, le problème n'est pas très compliqué. Je reprends ma région Lorraine. Il y a 70 000 entreprises en Lorraine. J'ai 150 000 chômeurs. Je dis j'ai parce que je les aime tellement, moi, ces entrepreneurs, mais... On a 150 000 entreprises, d'accord, chômeurs stockés au Pôle emploi. La vérité des chiffres, là, tout à l'heure, ils s'envoyaient quelque chose. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est 10% de gens qui n'ont rien à faire là-dedans. C'est ceux qu'on connaît, qui viennent vous voir un beau matin, je voudrais une rupture conventionnelle, ça fait 9 mois que je suis là, tu comprends, je gagne pas mal ma vie, je vais passer au stock chômage, entre-temps, je retaperai ma baraque, ou je ferai 3 mois le tour du monde, et puis je reviendrai parce que j'ai la compétence et je m'en fous. 10% qui n'ont rien à foutre là-dedans. C'est scandaleux que la solidarité nationale compense ces gars-là. Et moi, je connais des gars qui ont posté dans ma boîte, qui gagnaient 4 à 5 000 euros et qui se sont dit à 3 500, je vais m'amuser à ça. Mais c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Il n'a qu'à financer de façon privée s'il veut gagner 3 500 euros par mois pendant qu'il fait son petit aller-retour. On devrait avoir un plancher de solidarité nationale pour tout le monde. Et ensuite, si vous voulez aller au-delà, vous cotisez. Pourquoi quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, qui a envie à un moment donné de se faire un petit break, il serait pris en compte à des hauteurs de salaire qui dépassent de 2 fois, de 3 fois ceux qui sont smicards. Donc 10% qui ont à faire là. Vous avez 20% qui ont plus de 2 ans de chômage. Quelle est l'entreprise PME qui est déjà exempte, qui n'a pas de marge, qui va prendre le risque d'embaucher dans notre code du travail français aujourd'hui ce salarié-là, puisque 2 ans de chômage, il y a carrément un accompagnement social personnalisé à monter en place. 20%. Et vous en avez 20% qui sont à moins de 18 mois de la retraite. Quelle est la PME qui va embaucher quelqu'un qui a 18 mois de la retraite? Ça veut dire que vous avez la moitié du pôle emploi en région Lorraine qui ne recourt pas au processus d'intégration normale d'accès à l'emploi. 50%, ça fait que sur 150 000 chômeurs, il me reste 75 000 personnes. Il faut un niveau de chômage parce que c'est la solidarité, parce que la mutation des métiers, parce que les technologies, dans la vie, on va changer souvent. Il faut qu'il y ait une élasticité. Ben vous prenez, je ne sais pas, c'est peut-être 3%, Pierre Larouturou, il est plus expert que moi là-dessus, c'est peut-être 4%, je ne sais pas. Mais donc, sur mes 75 000 qui me restent, ça veut dire 60 ou 70 000 chômeurs, effectivement, vraiment à considérer. Et il y a 70 000 entreprises. Je parle de quoi, là?
On n'est pas capable dans notre pays de dire j'ai un stock ici de 70 000 et j'ai un creuset de 70 000 et on ne sait pas faire ça. Avec un niveau de capitalisation France de liquidité, mais comme il n'y a jamais eu. Et tu disais tout à l'heure, les Français placent des centaines de milliards en assurance vie dans des produits financiers qui ne servent que la spéculation. Et on ne sait pas raccompagner une partie de ces milliards vers la PME pour lui permettre justement d'améliorer sa formation, une vraie gabegie dans la formation. C'est hallucinant l'apprentissage, la gabegie que ça représente. Donc toutes ces mesures-là et tout ce qu'il faut faire, mais c'est connu, c'est pas compliqué à faire. On a écrit une vingtaine de mesures, et à la limite, on pourrait presque faire la 21e, on ne l'avait pas tout à fait formulé comme ça, mais c'est tellement évident qu'effectivement, une PME qui aujourd'hui est exsangue parce que c'est l'État qui la paye à 120 jours ou à 180 jours. Mais bien sûr que la Caisse des dépôts devrait prendre leur lait et dire « Attendez, mais moi je vous règle à 45 jours, je vais me débrouiller moi avec les services de l'État qui sont indigents et qui, quand il faut payer une cotisation URSSAF, le jour de retard, c'est 10%, vous n'avez pas le droit de vous défendre, mais quand ils payent à 160 jours, il ne se passe rien. » Et il y a des tas de mesures comme ça, mais basiques. Et ces mesures, elles doivent aller dans 3 champs. Il y a 3 champs qui nous bloquent aujourd'hui dans la PME. Il y a le champ du règlement, il y a le champ du fiscal et il y a le champ du social. C'est très compliqué, le débat flexibilité, parce que si on prend la flexibilité, ça permet... Il y a tellement eu de contradictions dans les 30 dernières années, mais malgré tout, j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, c'est impossible pour embaucher dans une PME s'il n'y a pas plus de lisibilité. Et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, de plus en plus de chefs d'entreprise aujourd'hui n'ont plus de rapport à l'emploi. C'est pas vrai? Ils ont un rapport au fait qu'il faut qu'ils servent des clients, il faut qu'ils survivent demain, il faut qu'ils fassent des payes avec ceux qui sont déjà là, il faut qu'ils respectent des règlements. Et si jamais demain, il y a un impératif d'emploi, ils verront. Mais c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de faire tourner déjà la boîte. Et il n'y a pas de rentabilité aujourd'hui en PME. Donc si vous ne dégagez pas de marge, comment vous payez de la formation ? Comment vous investissez dans l'innovation? On est en train de rater d'énormes innovations aujourd'hui par rapport aux enjeux du 21e siècle sur les NBIC, sur le numérique, etc. Parce que nos PME ne sont pas en capacité de dégager les marges qu'il faut pour avancer. Donc il faut que sur le réglementaire, on simplifie. Moi, je suis de ceux qui disent il faut un pacte économique, un espèce de plan Marshall en disant en dessous de 50, alors peut-être c'est 75, peut-être c'est 100 collaborateurs, mais on fait des textes de loi hyper simplifiés pour permettre à la PME d'avoir beaucoup moins de contraintes. Même mes experts comptables ne savent pas me répondre sur la loi de finances, sur les RH. Il ne sait plus faire une fiche de paye, mon expert comptable. Il attend le dernier texte, il dit « Attends, il faut que j'aille en formation ». Même lui. Donc vous imaginez le petit patron de PME, il ne sait plus où il habite aujourd'hui. C'est ça la réalité du terrain. Et je crois que le vote qu'on annonce demain, qui est terrifiant, mais c'est ça qui traduit le nombre de gens. Moi, je viens quand même d'une région où il y a Florange, d'accord ? Tous les gens qui votaient à gauche aujourd'hui sont passés Front National. Les ouvriers. J'ai plein de patrons de PME qui vont voter Front National. Parce qu'ils attendaient, on leur a donné 25 ans chacun. Pendant 25 ans, ils ont tous eu le pouvoir, à gauche, à droite, etc. Quand c'est à gauche, on nous promet machin, on nous a mis le CICE. Mais regardez, on a une contrainte, et à chaque fois un texte de loi ne vient pas faire une réforme de structure, il vient mettre une cotère sur une jambe de bois pour essayer de compenser un peu le fait qu'on a trop de charges. Alors on met un peu le CICE. On ne peut pas réformer ce truc-là. On a le contrat social aujourd'hui, il y a 37 sortes de contrats de travail. On ne sait pas faire un petit point. Et je vais vous montrer que ça peut marcher. Le groupement d'employeurs qu'on a démarré à la Chambre de commerce, on a démarré il y a 18 mois. J'ai créé 185 emplois en 18 mois. Vous savez pourquoi? Parce que la PME, elle ne veut pas embaucher. Elle a trop peur. C'est trop contraignant. Dès qu'elle a son CDI, elle ne peut plus. Elle va aller en prud'homme une fois sur deux. Nous, on a créé un groupement d'employeurs. On a pris son CDI. Et puis, on a dit à la PME, tu auras ce salarié-là au 3/5e. Parce que tu n'as pas besoin d'un qualiticien ou d'un informaticien plus que ça. Tu es une petite boîte, mais tu as besoin de cette compétence pour avancer, mais tu ne peux pas le payer. Je te le mets au 3/5e. Et puis toi, je vais te le mettre à 2/5e. Et moi, je l'ai pris en CDI, ce gars-là. Donc, il est dans la sécurité. Mais je donne une flexibilité au marché et à la PME qui, elle, n'a pas ce risque-là à prendre parce qu'elle est déjà massacrée par le règlement, par le social et par le fiscal en France. Donc, moi, je vous appelle à une vraie réflexion en disant qu'aujourd'hui, l'idéologie de gauche ou l'idéologie de droite, ce n'est pas ça le problème. Il faut redevenir pragmatique et il faut s'engager véritablement vers une honte et un scandale qu'un pays aussi extraordinaire que la France, qui a des capacités de formation, une capacité d'entrepreneuriat, et c'est frappant, quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a toujours des vagues complètes d'entrepreneurs qui se présentent tous les matins à la Chambre de commerce pour créer une entreprise. On se dit, mais dans ce champ de ruines, mais il y a encore des gens qui sont kamikazes à ce point-là. Oui, aidons-les à réformer vraiment ce qu'il faut pour que ce pays
renoue, et moi j'espère que dans les 5 à 6 ans, on va enfin employer les moyens qu'il faut, indépendamment de l'idéologie, parce que les solutions sont d'une simplicité en grande partie, on ne va pas les détailler les 20, mais si ça vous intéresse dans le débat, on peut en citer quelques-unes, mais qui sont du bon sens paysan, quoi. Le BSP, bon sens paysan. Il faut quand même revenir. La règle de l'épicier, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Quand on est 10 ou 15 dans une entreprise, on connaît par cœur même le milieu familial de son collaborateur. C'est une famille, une PME. Mais laissons cette famille, libérons les énergies dans cette famille. C'est tout ce que je demande. Et c'est tout ce que les entrepreneurs demandent. Et vous verrez que le bateau France, mais il va reprendre des couleurs et il va s'en sortir. Il ne faut pas que la France devienne l'Argentine de l'Europe. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, je n'ai pas 50 ans pour en arriver là et regarder le tableau. Après la crise qu'on vient de vivre et les drames qu'on vient de vivre, on va s'en préparer d'autres si on ne réagit pas. Et là, je suis complètement d'accord avec l'État, mais d'urgence absolue. Je vous remercie, j'ai été trop long. Merci. Je me tourne vers vous, Bruno Lechemin, et j'ai envie de vous dire, après tout ce qui s'est dit, faites-nous rêver. Un peu, hein, faites-nous rêver. Vous êtes un ancien, vous avez été plusieurs années syndicaliste, donc vous n'êtes pas sensible à ce qui vient d'être dit, et vous avez actuellement la responsabilité d'un secteur porteur d'avenir, en termes de croissance et en termes d'emploi, donc l'énergie. Et oui, puis je suis même patron. Donc, et vous êtes patron, alors donc voilà. Alors faites-nous rêver, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si j'ai fait rêver, parce qu'en entendant les uns et les autres, je me dis c'est quand même incroyable. Quelles que soient nos sensibilités, nos responsabilités, nos expériences, je n'ai pas l'impression qu'il y a tant d'écart et qu'il y a une volonté de faire, de bien faire. Et on se dit, mais pourquoi on n'y arrive pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est vrai que ça c'est plutôt réjouissant, parce que ça veut dire que la solution, elle va venir globalement de ce que je pense, de la société civile, des acteurs économiques, des entreprises, et bien sûr pas seulement des grands groupes. On sait très bien aujourd'hui que la valeur, ce qui est dynamique, c'est les PME, les PMI, parce que c'est là qu'il y a source d'innovation, qu'il y a création de valeur du futur. Mais la société civile, c'est aussi les collectivités, c'est aussi les ONG. Et demain, je pense qu'on aura un modèle de société qui fera où chacun aura plus de responsabilités. On pourra y revenir. Alors, on ne peut pas totalement ne pas penser à l'actualité, qui est de l'autre côté du périph', au Bourget, avec la COP21, dont, évidemment, on a beaucoup d'espoir, mais en même temps, on est lucide. On ne sait pas qu'est-ce qui va déboucher. On est au milieu du gué. On est au milieu du gué parce que ce matin, les négociateurs ont remis au président de la COP, à Laurent Fabius, le pré-texte de négociation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a rétréci, hein, donc il n'y a plus que 38 pages. Ça veut dire que ce qu'on appelle... Si, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de parenthèses, d'incertitudes qui ont été levées. Rassurez-vous, malheureusement, il y en reste encore 750. Donc on en a perdu la moitié, mais il y en a encore beaucoup. Donc on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Évidemment, on espère tous que ça soit le meilleur accord possible, qu'il soit le plus contraignant possible, mais pas simplement contraignant pour la gloire, pour l'histoire, mais qu'il soit contraignant dans la contribution en acte. En tout cas, ce n'est pas l'objet de la discussion, donc on ne va pas parler de cela, mais on doit voir ça en filigrane. Et pour moi, la certitude, c'est que si le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique est une absolue nécessité, une impérieuse nécessité, pour que demain on puisse être sur une planète plus vivable et moins invivable, qui accepte de partager avec l'ensemble de l'humanité, qui va continuer à augmenter avec une perspective de 10 milliards, et que c'est un bon sens commun que de penser qu'on doit penser un modèle, pas seulement français d'ailleurs, parce que la solution elle n'est pas que française, elle n'est pas européenne, elle est mondiale, qu'il va falloir rééquilibrer tout cela, et que c'est un intérêt collectif pour les autres, mais aussi pour nous, pour notre propre intelligence. Et je reviendrai sur le propos de Pierre de tout à l'heure, que je partage. On ne peut plus attendre le grand soir, c'est-à-dire le grand soir du retour de la croissance, parce qu'on a compris, et pas simplement les politiques, et donc on n'est pas simplement dans une question idéologique, on a une question, y compris les acteurs économiques l'ont compris, que le modèle issu de la révolution industrielle, d'une économie classique, très linéaire, on produit, on consomme, on produit de plus en plus, on consomme de plus en plus, on fait de plus en plus de déchets, c'est un modèle qui est dépassé, qui est fini. Et donc, de penser que parce qu'on serait sorti de la crise, on va revenir en arrière, serait une erreur historique.
et que progressivement, il nous faut aller vers une économie qu'on appelle de plus en plus circulaire, qui préservera évidemment les ressources, qui aura un modèle d'approvisionnement plus durable, qui pensera l'éco-conception des produits, qui favorisera ce qu'on appelle l'écologie industrielle dans les territoires, qui sera une économie plus de la fonctionnalité, du partage et moins de la possession, qui nous amènera à prendre en compte l'allongement de la durée de vie des ressources, qui pensera au recyclage, qui donnera une valorisation des déchets, une autre vie aux déchets, une économie plus collaborative, plus participative. La révolution numérique pourra d'ailleurs être au service de cette, à condition de la maîtriser et que le numérique soit au service de l'homme et pas autrement, et donc qui pourra permettre des collaborations nouvelles. Tout ça pour dire que la lutte contre le changement climatique est pour moi pas d'abord une contrainte, mais une formidable opportunité en termes de développement économique et social, en termes de développement de valeurs, et donc en termes de création d'emplois. Bien sûr, ça bouscule les schémas installés, ça fait évoluer les métiers, ça doit faire adapter les compétences, mais que de toute manière, on n'a pas le choix et qu'il y a des belles perspectives qu'il nous faut lever. On pourra évidemment en parler plus en avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'emploi et la formation qui doit être adaptée, on l'a beaucoup dit, il doit y avoir des souplesses qui doivent être trouvées, parce que demain, les métiers qui existeront demain, c'est plus tout à fait ceux d'aujourd'hui. En tout cas, ils devront s'adapter. Certains disparaîtront, mais pas tous. Et ils devront tous intégrer cette évolution de modèle social, de ce modèle économique, de ce modèle environnemental. Quelque part, chaque métier, chaque exercice de métier devra un peu avoir une valeur verte, une valeur, et donc pas simplement que les nouveaux métiers, et que ça donne des belles perspectives. En tout cas, on ne doit pas penser ça comme une conséquence ou une simple variable d'ajustement parce que de la lutte contre le changement climatique, mais de dire que c'est la condition de la réussite. Alors, vous savez qu'à l'ADEME, on a un certain nombre de travaux dans le cadre de nos réflexions prospectives qui ont été menées, notamment dans le cadre du débat sur la loi de transition énergétique. Et on a fait des travaux prospectifs à l'horizon 2030-2050 qui ont montré que la lutte contre le changement climatique entraînait un regain d'investissement, des créations d'emplois dans les filières vertes, qui est largement et bien supérieur aux emplois qui pourraient disparaître compte tenu de notre modèle, l'évolution de notre modèle économique et de l'abandon de filières trop énergivores et la préservation de notre planète par la moindre utilisation des énergies fossiles. Au travers de ces scénarios, sans vous abreuver trop de chiffres, vous parlez du scénario médian de transition énergétique, qui a d'ailleurs été un des éléments de référence dans la prise de position du président de la République et derrière dans l'article 1er de la loi sur la transition énergétique écologique adoptée cet été. En gros, en deux mots, nous faire évoluer vers un modèle énergétique différent, avec une action fondamentale sur l'efficacité énergétique, avec un rééquilibrage du mix énergétique, un développement massif des énergies renouvelables, et qui prévoit, dans nos scénarios, une création d'emplois de l'ordre de 300 000 emplois en 2030, avec un PIB de 3% supérieur à celui qui serait lié au référentiel tendanciel par rapport à un PIB en 2050 qui pourrait aller jusqu'à une création de 800 000 emplois. Mais on ne va pas discuter des chiffres, il y a d'autres chiffres au niveau européen. Il y a une étude qui a été commanditée par la Commission européenne qui estime à 1 million d'emplois en 2030 liés à la transition énergétique et écologique et une perspective de 2050. Il y a d'autres études qui ont été faites par le ministère de l'écologie au travers des problématiques énergie, climat, air, qui nous amène à d'autres chiffres, mais qui montrent aussi là des bénéfices économiques importants de 25 à 35 milliards d'euros. Tout ça pour dire que, quels que soient les chiffres, tout le monde, qu'on soit ONG, qu'on soit acteur public, qu'on soit État, qu'on soit Union européenne, tous amènent à penser que le solde est positif, qu'il y a des perspectives, des dynamiques positives, mais bien sûr qu'il ne s'inscrit plus du tout dans la logique d'une croissance telle qu'on l'a connue. Moi, je dis souvent en provocation, on n'est plus au temps du soviet où la croissance de l'énergie faisait la croissance de l'économie. Demain, c'est notre croissance économique, elle s'appuiera sur un modèle économique totalement différent, on en a déjà pas mal parlé, et où justement l'efficacité énergétique, l'innovation sera création de valeur et donc source de compétitivité. Pour être un peu plus concret, Pierre nous a parlé de l'enjeu de la rénovation. L'enjeu du bâtiment, il n'a pas trop parlé de la rénovation.
En France, l'essentiel des bâtiments qui sont aujourd'hui construits existeront encore en 2050 parce qu'il n'y a qu'1% du renouvellement des bâtiments par année. Il faut l'amplifier, il faut l'accélérer, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, un des enjeux fondamentaux pour la rénovation énergétique, pour atteindre nos objectifs de réduction de la consommation, c'est la rénovation de 500 000 logements par an pendant des décennies. C'est une perspective pour le bâtiment considérable. Pourquoi? Parce que la consommation énergétique, c'est 44% lié à la consommation dans les bâtiments. Mine de rien, c'est 75 000 emplois directs ou indirects qui peuvent être créés. C'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on sait dans laquelle situation est aujourd'hui le bâtiment, on voit l'importance. Autre petit exemple qui est cher à l'ADEME. Vous savez que dans nos missions, nous finançons ce qu'on appelle le fonds chaleur renouvelable. Et la chaleur biomasse que nous subventionnons a déjà produit des résultats puisque aujourd'hui, 13 000 emplois ont été créés en 4 ans et on économise en substitution 800 000 euros d'importation de gaz. Donc, ça a un double bénéfice. Autre exemple, et j'en terminerai, l'ADEME gère un certain nombre des programmes des investissements d'avenir dans les métiers qui sont les nôtres, donc liés à l'environnement, l'efficacité énergétique, la mobilité durable, les smart grids, etc. On a soutenu 280 projets ces 3 dernières années. C'est pour un soutien d'aide de 1,5 milliard d'euros. C'est derrière 4 milliards d'euros d'investissement et c'est déjà plus de 10 000 emplois en perspective à l'horizon 2020. Et c'est surtout de la recherche-innovation qui est soutenue par l'État pour permettre d'accélérer les processus de mutation et créer de la valeur, l'émergence de filières industrielles. Je terminerai, j'étais un peu trop long, pour dire qu'à l'ADEME, on a coutume de répéter que le coût de l'inaction est nettement supérieur au coût de l'action, et ça, on doit l'anticiper, et donc il y a urgence d'agir. À titre d'illustration, il a été estimé dans le cadre d'un réchauffement, et j'espère qu'on n'arrivera pas à cela, mais on sait qu'aujourd'hui, avec l'accord, on est à 2,5. En tout cas, un réchauffement climatique à 4 degrés à l'horizon 2100, que les dommages du changement climatique engendraient des pertes de consommation allant de 1 à 5% du PIB mondial. Alors qu'à contrario, et on est à peu près à ce chiffre-là et on voudrait descendre en dessous, si on est à 2,5, ça pèserait sur le PIB mondial en 2100 qu'à hauteur de 0,7, c'est encore trop, puisque l'objectif est, vous vous rappelez, de ne pas dépasser les 2 degrés, mais on n'y est pas encore. Sans parler d'ailleurs des effets collatéraux, l'intégralité des pertes de biens, les impacts des mouvements de population. On parle beaucoup des migrations, mais c'est demain les flux migratoires, les déplacements liés au réchauffement climatique. Ce n'est pas des millions de personnes, c'est des dizaines, c'est voire des centaines de millions de personnes. Et donc, ça posera un gros problème. Tout cela pour montrer qu'il y a urgence d'agir, qu'il y a de belles perspectives en termes de modèle sociétal, de valeur à créer, en termes de création d'emplois. Bien sûr qu'il y a des choses à faire bouger. Je suis un ancien syndicaliste. Je ne vais pas vous dire qu'il faut s'attaquer au code du travail. Mais on a vu les uns et les autres que la question aujourd'hui, c'est de créer les conditions, non pas simplement de protéger ceux qui sont au travail, ceux qui ont un emploi. Le droit au travail, c'est un droit essentiel, mais permettre de plus en plus d'accéder au droit du travail à ceux qui n'ont pas de travail. Et donc, probablement, c'est pour cela qu'il faut avoir une approche pragmatique. Il y a des opportunités technologiques, il y a des évolutions de comportement, il y a des évolutions de modèles organisationnels qui nous aident à penser qu'il faut aussi booster et modifier un certain nombre d'éléments sans remettre en cause les fameux droits acquis. Ce n'est pas une question, parce que tant qu'on abordera cette question que sous cet angle, on sera dans un système figé, rivé, et on ne donnera pas des perspectives pour aller et trouver des solutions pour lutter évidemment contre ce réchauffement climatique qui crée les conditions d'une économie plus partagée, plus solidaire, un modèle désirable qui donnera envie d'embarquer tout le monde et pas se retrouver dans des situations de désespérance comme on risque de connaître au lendemain des élections. Il nous faut malheureusement en rester là, peut-être prendre une question, s'il y en a 2, une là et une là-bas. Je suis désolé, il faudra s'arrêter après. Je vous en prie, oui. Rapide, parce que sinon on va se faire vider. Hein, donc.
C'était pas très rapide. Alors félicitations pour connaître le PIB à 100 ans, parce qu'on ne le connaît même pas très bien pour l'an prochain. Madame Wargon, vous avez défini le coût du travail. En fait, le travail, c'est une production. Donc ça, en tout, avant d'être un coût, c'est un bénéfice. Je pense que ce qui vous inquiète, c'est plutôt le bénéfice différentiel entre la France et l'étranger, qui peut créer des transferts d'activités d'une région à une autre. Voilà, ça c'était juste un travail, c'est avant tout un coût. C'est avant tout un bénéfice. Juste un petit mot. J'ai bien présenté ça comme des travaux de prospective, et j'ai surtout voulu dire que quelles que soient les approches des uns et des autres, quelles que soient les structures, tout le monde s'accordait à dire que la transition énergétique écologique, c'est une superbe opportunité en termes de développement économique, de modèle social et sociétal qui nous amène une croissance différente et donc des perspectives d'emploi. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport au fait que de faire des prévisions alors qu'on se trompe pour celles de demain ou après-demain. En tout cas, il y a une vraie dynamique qui n'est pas contestable. Merci. Emmanuel, c'est à vous. Ensuite, une question. Oui, vraiment, très rapidement. Le coût du travail, c'est le prix qu'un entrepreneur est prêt à payer pour embaucher. Si le prix minimum est élevé, on n'a juste pas de création d'emplois. Et on a une économie qui est moins intensive en emploi qu'ailleurs. Donc ce n'est pas uniquement la comparaison entre régions pour les grosses entreprises qui choisissent leur investissement. Que le coût du travail soit aussi le revenu du travailleur, c'est tout l'enjeu de cet objet qui est à la fois un coût d'un côté, qui correspond à un facteur de production, et comment est-ce qu'on fait vivre dignement une personne ou une famille. Et c'est toute la question du salaire minimum. Mais mon point, c'était plutôt de dire si le niveau minimal d'investissement pour faire travailler quelqu'un, c'est X, genre 1 500 € net plus les charges, etc., au SMIC à temps plein, est-ce que c'est supportable pour une entreprise qui pourrait aller un peu, qui aurait les moyens ou pas d'investir? Mais ça nécessiterait un débat plus long. Merci beaucoup. Le SMIC n'est pas encore à 1 500 €. Une question, s'il vous plaît. Une question et ensuite, oui, en fait, je suis un peu gênée par la vision, le chômeur, quelqu'un de sous-qualifié. Il y a des milliers de gens qui sont hyper qualifiés, qui sont en fin de droit au chômage en ce moment. Et en fait, je pense que le vrai problème en France, c'est le chômeur, il prend double peine, quoi. C'est-à-dire, il est déclassé socialement et on lui fait sentir toute la culpabilité, c'est-à-dire soit il cherche pas, soit il profite du système, soit il est alcoolique, illettré. Et je suis extrêmement gênée du manque de bienveillance vis-à-vis des personnes en recherche d'emploi qui, je pense, ne demandent qu'à travailler, qu'à s'investir, qu'à faire progresser la société. Et j'en entends jamais parler, en fait. J'entends parler du... Enfin, je manque de m'étrangler, excusez-moi, quand vous avez parlé du fameux collaborateur à 4 000 € qui demande une rupture conventionnelle. Ça existe certainement, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que quand vous dites au bout de 2 ans de chômage, en gros, la personne, elle est complètement hors du coup, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est au chômage, il se cultive. Je pense qu'il essaye de faire du bénévolat. Il s'investit dans des projets qui lui rapportent rien à lui. Mais je suis un peu choquée du manque de bienveillance vis-à-vis des chercheurs d'emploi. Parce qu'en fait, ça contribue au fait qu'une fois qu'on est au chômage, on ne s'en sort plus parce qu'on est considéré comme des déclassés, comme des gens qui profitent du système. Et je pense qu'il faudrait déjà commencer par changer la vision et ne pas voir le passé, mais regarder l'avenir. C'est-à-dire que les gens qui sont au chômage, ils ont peut-être beaucoup à apporter justement parce qu'il fait froid dehors et qu'ils ont peut-être beaucoup plus envie de s'investir que des gens qui ont justement, comme vous dites, la sécurité de l'emploi. Et eux, ils savent qu'il fait froid dehors, ils ont envie d'avancer. Donc j'aimerais bien peut-être qu'on voit aussi cet aspect-là, de changer la vision des personnes en recherche d'emploi. Merci, je crois que c'était effectivement un apport important. Je voudrais juste dire quelque chose qui va dans votre sens, c'est qu'en termes de création d'emplois, les créations d'emplois faites par des chômeurs ont un taux de pérennité supérieur à d'autres créations d'emplois par des non-chômeurs. Donc c'est un élément très positif aussi à verser. Il y avait une troisième question très vite, si vous pouvez dire en 3 mots et répondre en 4. Et après on se sépare. En fait, c'est plus par rapport à la création d'emplois ou plutôt d'activités. C'est d'un côté, c'est vrai que pour employer par des proches, etc., il y a du travail en France, mais il n'y a pas d'emploi. Tout simplement, par exemple, des artisans que je connais personnellement, qui ont des demandes, des demandes, mais ponctuelles, et qui aimeraient pouvoir embaucher parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais que les contraintes et les coûts sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Parce que c'est vraiment un risque, c'est même pas tellement que... C'est vraiment un risque pour son entreprise. Et pour revenir
revenir aussi un petit peu donc, sur le même principe. Je vais poser ma question après avoir posé, on va dire, le contexte. Sur la création d'entreprise, voilà, je suis personnellement étudiant, j'ai des amis, des proches, des connaissances qui sont en études et qui veulent lancer leur boîte, certains l'ont déjà fait. Et quand on compare le système français avec, par exemple, le système anglais, où en Angleterre, créer une boîte, ça coûte quelques centaines d'euros et ça se fait en quelques jours, comparé en France, où ça demande des milliers d'euros, des mois et des mois de procédure, des tonnes de paperasse. Quand on est jeune, qu'on sort, qu'on est un petit peu perdu, si on compare vraiment deux extrêmes, hein, je caricature un petit peu, mais comment ? Ça s'est beaucoup arrangé, hein, non, en termes de délai, enfin bon, allez-y. Après, ouais. Voilà, je mets deux extrêmes en comparaison. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de simplifier, plutôt que de dire, ben voilà, vous pouvez créer une entreprise et puis la faire pérenniser, vous allez le faire, etc., c'est bien, qu'on commence à nous dire, ben essayez, voilà, n'investissez peut-être pas énormément au début, essayez, puis ma foi, si vous n'arrivez pas, ben voilà, vous êtes jeune, vous pouvez retomber sur vos pieds. Mais poussez, laissez pousser, allez vraiment se donner les moyens. Alors, justement, je vais vous répondre très pragmatiquement en 2 mots. Par rapport à votre première question, effectivement, il nous faut de la souplesse. Parce que moi, je suis artisan hein, à mon niveau, mais je suis artisan aussi. Quand j'ai des marchés, je ne sais pas tout souvent la possibilité. Donc, on essaye de créer, de faire preuve d'imagination pour employer des gens. Et pas au noir, hein, c'est pas ce que je veux dire. Et pour la création d'entreprises, on a parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure, je crois que les chambres de commerce ont développé des accompagnements. Moi-même, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Entreprendre, qui accompagne des jeunes entrepreneurs. En ce moment, j'ai deux entreprises que je parraine. Je peux vous dire que n'hésitez pas, les complexités administratives, c'est rien à côté du plaisir que vous allez avoir à entreprendre. Et comme disait Madame Macron, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas voulu faire exprès. Il y a une souplesse qui s'est mise en place progressivement pour aider justement à la création d'entreprises, parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va sortir effectivement des jeunes comme vous de la recherche d'emploi et de l'emploi. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous remercie en votre nom nos intervenants. Et vous avez bien compris qu'il s'agissait d'un débat. Hein. Merci à vous. Je crois qu'il y a encore une séance à 16h30 dans cette salle. Je vous remercie. On essaie de se prendre un café.